Non, c'est éteint. Alors, Seb, une petite présentation. Ouais. Vous introduisez la bête. Voilà, vous introduisez la bête. Bon, rebonjour les amis. Il faudra envoyer ça à l'ami. Donc je suis très bien. honoré d'accueillir Charles Gave. Je tiens à remercier Philippe Devol, qui sans lui ça ne se serait pas fait. Donc Charles, il parle comme nous, il est comme nous, sauf qu'il a quelques années de plus d'expérience. Donc si une personne comme lui vient nous voir et est prêt à nous soutenir, eh bien c'est tout à notre honneur, c'est qu'on est dans le vrai. Et c'est qu'on peut y arriver. Moi je dis, avec Charles, il va attirer d'autres personnes et notre mouvement, il va obligatoirement s'étoffer. Là, on est à l'état d'embryon, mais on a un bel avenir devant nous et tous ensemble, on va y arriver. Donc, je remercie de nouveau Charles. Avec plaisir. Et, je vous le dis, hein, c'est un honneur pour moi. Moi, je suis habitué à vous regarder à travers les vidéos. Et ça fait tout drôle, voilà. Moi, j'ai l'impression de rêver là, depuis 2-3 mois et tout ce qui se passe. Mais c'est pas un rêve, hein, et voilà, c'est comme ça, j'en ai la chair de poule. Bravo, Comme quoi, quand on veut arriver à faire quelque chose, eh ben, on peut. À tout problème, il y a des solutions. Et là, je pense que la solution, on est en train de la mettre en place. On est beaucoup suivis. Tous les abstentionnistes, tous ceux qui se sont fait avoir avec le Covid, avec toutes ces pseudo-guerres, ils nous écoutent, ils ne veulent plus écouter les médias, les grands médias, parce qu'ils ne disent pas forcément les bonnes choses. Et moi je remercie là, les médias indépendants, c'est l'avenir. L'avenir des médias, c'est vraiment les médias indépendants, et je ne vais pas les citer parce qu'ils sont nombreux. Mais merci à eux. Merci à TVADP, Gilets jaunes, Jérôme Ardenne, Nicolas Lefebvre et Bon Sens Belgique. Donc eux, ils nous ont retransmis nos 2 jours d'émission, donc on pourra les retrouver. Ils veulent vous inviter en Belgique, ils veulent vous inviter. Je les mettrai sur mon Facebook, donc c'est Sébastien Béraud. Même que vous ne soyez pas amis, vous pouvez voir tout ce que je mets, c'est en public. Et il va falloir partager. Et qu'on ait beaucoup de monde qui nous rallie, là on est tous des porte-parole. Moi je suis content, maintenant ça sera plus le mouvement Sébastien Béraud, ça sera le vôtre, et tant mieux, parce que je ne peux pas porter le poids de tous les problèmes français, voire même belges, puisqu'on a des amis de Belgique. Même mon mouvement, je sais qu'il est parti dans toute l'Europe, même au Canada, en Amérique, on parle de moi. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour qu'on parle de moi, je suis là pour qu'on avance et qu'on change notre monde. Et notre monde, il est vraiment mal, et on est pour moi à la fin d'un monde, la fin d'une civilisation, et il faut vraiment qu'on mette le paquet pour se sauver et pas les laisser faire. Parce que eux, c'est le diable en personne, comme je dis souvent, c'est les ténèbres. Nous, on est la lumière, et la lumière divine, avec nos croyances différentes, mais on va y arriver parce que la foi, elle aura toujours la raison sur le diable. Voilà, donc j'en ai assez dit, merci à vous. Du poulailler. Bon, merci beaucoup. Je suis surpris d'être là, mais je suis très content quand même. La probabilité que je me retrouve un jour ici était assez faible, mais voyez. Comme quoi, on ne sait jamais. Alors vous avez dit quelque chose de très vrai, si vous voulez, c'est que la vérité l'emportera toujours sur le mensonge. Vous savez, c'était une parole de Jean-Paul II. Et c'est vrai, c'est une parole de la Bible aussi. Et donc je sais pas trop, je vais essayer de vous parler librement, comme ça, gentiment, ce que je ressens. Après tout, c'est aussi important. Donc, je vais vous dire ça. Je vais vous dire, il y a quelques années, j'étais allé dans un petit village qui est dans l'est de la France, à côté de Verdun, à l'invitation du maire. Et ce village s'appelait Culé. J'avais rencontré une série de paysans, comme ça aussi. Et j'étais revenu un petit peu perplexe en me disant que décidément, ils rigolent pas, quoi. C'est pas parce que ça va pas mieux à Culé que ça va, j'imagine, ici. Mais c'est pareil. Et puis ça m'avait frappé. Et puis je suis content de me retrouver ici parce que finalement c'est la même démarche. Et je vais vous dire,
Imaginons que vous vous endormiez, vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire sans doute, vous vous endormez en 1792, allez, et vous vous réveillez en 1825-1830, vous comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. Il y a plus, vous voyez, les rois de France, tout ça, il y a eu les guerres napoléoniennes, il y a eu l'Empire, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1892, allez, et vous vous réveillez en 1925, vous comprenez rien. Le monde a changé, il n'y a plus d'Autriche-Hongrie, l'Union soviétique, tout a changé. Et puis vous vous endormez en 1992 et vous allez vous réveiller en 2025, vous ne comprendrez rien. Déjà, la Chine est le principal pays industriel du monde. Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que quand vous regardez l'histoire comme ça un petit peu en recul, vous voyez qu'il y a à peu près 70 ans d'ordre qui sont faits par le pays dominant, et puis ensuite 30 ans de bordel, quand les institutions qu'il a créées s'écroulent. Et donc, on a eu 70 ans de tranquille jusqu'en 2000 à peu près, et on rentre dans les 30 ans de bordel. On y est. C'est-à-dire que l'ordre qui est établi depuis 1945 va sauter. Donc il faut se préparer à des temps troubles. Le bateau va tanguer, voilà. Et comme disent les Chinois, vous savez que j'ai passé une dizaine d'années à Hong Kong, les Chinois disent, quand vous écrivez de chinois, là, crise et opportunité, c'est le même sigle. C'est-à-dire qu'une crise et une opportunité, c'est la même chose. Vous devez... Donc ça veut dire que ceux qui sont installés dans le confort des soi-disant précédents, des soi-disant années précédentes, ceux-là, ce que j'appelle les rentiers, ils vont en prendre plein la tête. Ceux qui restent pas les deux pieds dans la même chaussure, qui sont prêts à bouger, qui sont prêts, ils vont s'en sortir. Et donc, logiquement, c'est les indépendants, les entrepreneurs, etc., qui se débrouillent le mieux dans ces périodes. Tous ceux qui ont besoin de l'aide de l'État pour survivre vont crever. Et donc, la meilleure nouvelle que je peux vous donner, c'est que vous, qu'on a essayé de transformer en gens qui étaient subventionnés par l'État ou je sais pas quoi, qu'on ne vous permettait pas de faire ce que vous voulez, la terre ne vous appartient pas vraiment parce qu'il y a toutes ces saloperies, comme il y a des affaires et tout, eh bien vous allez redevenir libre. C'est-à-dire que vous allez en prendre plein la tête. Hein. Il y a des tas de choses que vous pensez acquises, mais vous serez libre à nouveau. Et dès le moment où vous serez libre, vous serez heureux à nouveau. C'est ça, vous n'aurez plus tous ces trucs, des papiers à remplir pour toucher des subventions. Tout ça, vous allez redevenir libre. Et donc, on rentre dans une période très troublée. Et cette période très troublée, c'est pour ça que je suis venu aussi, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient organisés en pensant que ça va devenir très troublé. Parce que sinon, vous allez avoir des démagogues qui vont monter sur des caisses à savon et qui vont commencer à vous dire ce qu'il faut faire, et on va retrouver les mêmes que la fois d'avant. Donc, il faut que l'organisation, cette fois, ça vienne de la base. Et pas d'un Mélenchon qui monte sur une boîte à sardines et qui nous explique qu'il va nous transformer dans le Venezuela ou en Cuba, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que ça ne marche jamais leur truc. Donc, et quelle est la seule forme d'organisation qui marche ? C'est celle de la Suisse. C'est-à-dire que le peuple est consulté sur tout. Vous avez des votations sur tout. Et tout ce qui peut être décidé à l'échelle locale est décidé à l'échelle locale. Il n'y a pas de raison... Par exemple, je discutais avec le maire de Cannes, qui est un homme tout à fait convenable, qui s'appelle Lisnard, vous savez, qui est un type qui réfléchit bien. C'est le moins pire, voilà, vous avez parfaitement dit, c'est le moins pire. Il est très bien, c'est le moins pire. Il dit, autrefois, les hôpitaux, c'était géré par les grands patrons de la médecine du coin, par les syndicats des types qui bossaient dans l'hôpital, et par les élus locaux. Et ils n'avaient pas besoin de 70 personnes dans l'hôpital pour faire des rapports à Paris si on avait dépensé 3 cachets d'aspirine pour cette personne, ou 2, quoi, ça n'existait pas. Aujourd'hui, 40% de la médecine, des frais dans la médecine, c'est le personnel administratif. Le but, on va finir par arriver à des hôpitaux qui n'aura que des personnels administratifs, ils ne verront jamais un malade, et c'est comme ça, ils seront tous contents, ils se feront des rapports. Et c'est vrai aussi de l'école.
c'est vrai de l'école, c'est vrai partout. Vous avez des espèces de l'agriculture. Vous avez des gars qui n'ont jamais vu une vache, qui ne savent pas si les oreilles de la vache sont devant ou derrière les cornes, quoi. Vous savez, c'est la vieille blague. Mais... Il n'y a plus de cornes maintenant. Il n'y a plus de cornes. Bon, même là-dedans, il n'y a plus de cornes. Je ne savais pas qu'il n'y a plus de cornes dans les vaches. Non, mais vous voyez, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc, ils ne savent rien et ils vous font des rapports, quoi. Et j'en ai reçu un la semaine dernière, un de ces gars-là, qui était au Trésor, un jeune de 48 ans, extrêmement intéressant, extrêmement intelligent. 48 ans, qui est maintenant dans les services du Premier ministre, un type brillantissime. Il venait me voir en me disant « Mais je m'ennuie, ce que je fais ne sert à rien. Je fais des rapports, je fais des papiers. » Autrefois, les hauts fonctionnaires, ils avaient peu de décisions à prendre, mais elles étaient importantes. Aujourd'hui, il me dit « Mais c'est dramatique, ma vie. Je vais passer ma vie à faire des trucs qui ne servent à rien et à personne. » Donc même dans le cœur de leur pouvoir, il y a déjà, la plupart des gens sont fondamentalement contre. C'est-à-dire que ces pouvoirs idiots, centralisés, ont une fragilité extraordinaire. Il suffit de pousser parfois pour qu'ils tombent. On l'a vu en Union soviétique. Donc je vais vous laisser, puis vous avez posé des tas de questions, j'imagine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive dans une période troublée, et que c'est par des organisations comme la vôtre, qui partiront du bas, qui chercheront à régler les problèmes de l'école locale, qu'on s'en sortira. Mais c'est pas par les gars au sommet. Inverser la pyramide. Il faut que la pyramide, il faut qu'on retrouve l'organisation de l'Église catholique, où tout ce qui pouvait être fait par la paroisse était fait par la paroisse. Et puis si ça ne marchait pas, on allait au diaconat, qui était un assemblage de paroisse. Puis ensuite, on allait à l'évêque. Et puis si ça ne marchait pas, on allait au cardinal. Et puis si ça ne marchait pas du tout, on allait voir à Rome, quoi. Donc ce qui peut être réglé ici doit être fait ici. On n'a pas besoin de ces gars qui n'ont jamais vu une vache et qui ne savent pas la différence entre le foin et la paille. C'est-à-dire moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez raison, ça partira de chez vous. Et je crois que je suis un vieux financier. Hein. C'est-à-dire que j'essaye de gagner de l'argent sans travailler. Ça fait 60 ans que je bosse et que je ne dois pas arriver. Mais enfin, ça ne fait rien. Vous savez, donc, je suis un vieux financier. Et dans les marchés financiers, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle le momentum. Quand ça commence à monter, ça continue à monter souvent. Et quand ça commence à baisser, ça continue à baisser. Donc le momentum, eh bien, vous êtes dans le bon momentum. Alors, c'est aussi un échange. Si vous voulez poser des questions à Charles Gard, vous êtes les bienvenus. Il sera un plaisir de vous répondre. Et puis, j'aimerais dire à ceux qui veulent répondre à une interview de Nicolas et de Karine, pardon, on le fera après l'intervention de Charles Gard, mais on le fera peut-être dehors, si ça ne vous dérange pas, de donner votre avis sur le référendum, demander l'avis au peuple français. On vous posera une question, vous vous présenterez, on a plein de volontaires, mais si vous voulez le faire, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui doivent partir de bonne heure, commencez par vous les premiers. Voilà. Donc, je ne sais pas si le micro, il peut... Mais on a essayé, on va essayer. On va essayer avec François. Non, il n'est pas branché. Ah bah oui, c'est une bonne raison, ça. on est pauvre, on commence. Mais vous parlez fort. Non, sinon vous parlez fort. Vous vous approchez et on vous donne le micro là. Ah, on peut faire comme ça, attends. Donne-moi celui-là. Je mets en Eh oui, on le met en ligne, on le met en bas. Bah, on n'est pas sur un plateau de télévision ici aussi, il faut le dire. On en est on est à la salle des fêtes. On est dans le vrai, On est dans le vrai. Dans le dur. Dans le concret. dans le dur. Pour que les gens puissent venir là. Devant, comme c'est les directeurs. S'il y a des gens, c'est pas possible devant. Les gens peuvent pas aller là. Sylvie? Il faut allumer, il faut l'allumer. Je sais pas s'il marche bien. Non. Allume-le. Il n'est pas allumé. Il est allumé là? On va l'allumer le feu. Hein.
Ah, Ah ben voilà autre chose. non, ça n'a rien à voir. Non, Ah, le progrès. Ah ouais, ouais, ouais. Le progrès tuera l'homme. attends. Ah, ben voilà, ça y est, c'était le mauvais bouton. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'être la première. Pas de souci. Vous vous présentez. Donc, je suis Sylvie Pat. Je viens du 28. Mon mari est agriculteur. Et la question que je voulais vous poser, c'est on a affaire à des populations qui adorent les régimes autoritaires. Hein, Oui. on l'a vu avec Franco, les gens étaient très contents. Les Russes, à l'époque de l'Union soviétique, beaucoup étaient très contents. Donc, je voudrais savoir comment on va pouvoir éviter que cette masse de population qui adore les régimes autoritaires se recoupe. Alors, d'abord, si les gens avaient été très contents de l'Union soviétique, elle ne se serait pas écroulée. La première des choses, si vous voulez, c'est qu'ils n'étaient pas contents de l'Union soviétique, parce que le niveau de vie était bas. Je suis pas du tout un spécialiste de Franco, mais l'histoire de l'Espagne est compliquée. Et en tout cas, il a su cesser d'être un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'il a passé le pouvoir de façon, on peut presque dire légale, à un régime après qui est devenu démocratique. C'est la différence que je fais entre, par exemple, Cuba, ils ont eu un régime autoritaire depuis, attendez, ça va faire 58, il n'y a jamais eu d'élection. Tandis que chez Franco, il a gardé le pouvoir pendant 25 ans, c'était pas drôle, mais ensuite il l'a passé, il y a eu des élections, et aujourd'hui, l'Espagne est un pays démocratique. Donc, si j'ose dire, si vous partez de personnes qui au départ se disent chrétiennes, comme Franco ou Pinochet, à l'arrivée, vous arrivez à des démocraties. Quand vous partez de personnes qui refusent le christianisme, à l'arrivée, vous avez toujours la dictature. Donc, celui qui exerce le pouvoir dans les cas de chrétienté, il essaye d'œuvrer pour le bien commun, qui est une notion chrétienne, alors que celui qui vient d'une dictature, il ne le fera jamais. C'est une chose. Donc je voulais simplement préciser ça au départ pour ne pas confondre les différentes sortes de régimes, ceux qui sont acceptables et ceux qui sont acceptables dès leur origine parce qu'ils sont viciés. Alors maintenant, comment on convainc, par exemple dans un pays comme l'Argentine, ce qui s'est passé, c'est quand la plupart de ces gens qui sont dans des régimes qui aiment ce genre de régime, le sont parce qu'ils sont payés, et souvent payés à ne rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont ce que j'appelle des passagers clandestins. Ils sont proches du pouvoir politique, et on les paye beaucoup d'argent pour ça. Mettons la presse aujourd'hui dans nos pays. Eh bien, le jour où la subvention qu'ils reçoivent de l'État dans la monnaie ne vaut même pas la peine d'aller la chercher au bureau de poste, parce que la monnaie ne vaut plus rien, et bien ces gens-là, à ce moment-là, ils se mettent à voter normalement. Et croyez-moi, aujourd'hui, si je regarde les comptes de la France, il me semble que les subventions vont s'arrêter bientôt. On ne va plus pouvoir les payer. Donc dès qu'on ne peut plus les payer, à ce moment-là, ils trahissent ceux qui les ont nourris. Voilà, c'est vite vu. Donc il faut simplement couper la route du fric et des subventions. Et pour ça, il faut que le peuple, comme dans toute bonne démocratie, vote sur les dépenses. Que ce ne soit pas des politiques qui votent pour les dépenses, que ce soit le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les fonctionnaires? Ou récemment, les sénateurs ou les députés? Eh bien, vous dites non. C'est ce qu'ils font en Suisse. J'ai une question simple. Où souhaitez-vous placer le curseur entre libéralisme et protectionnisme? Alors, c'est une très bonne question, oui. Alors, je vais vous dire un truc, d'abord, qui est deux principes. Vous êtes paysan, vous faites des produits,
Et si vous voulez, aujourd'hui, croyez-le ou pas, mais la France est déficitaire en produits agricoles. Mais c'est complètement imbécile. Normal. Aujourd'hui, le deuxième exportateur de produits agricoles dans le monde, vous savez qui c'est? Des Pays-Bas. Mais vous vous rendez compte? Ils sont de la taille, ils sont même pas de la taille du coin ici, quoi. C'est tout petit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une organisation administrative. Regardez, quand les communistes étaient au pouvoir, l'Ukraine importait du blé. C'est comme apporter du sable au Sahara, quoi. Mais c'est complètement con. C'est la terre la plus riche du monde. Aujourd'hui, ils exportent, ils ne savent pas quoi en foutre, enfin, ils ont une guerre. Mais les terres noires de Russie, là-bas, c'était incroyable. Donc, le problème que vous avez avec le libre-échange, c'est pas que vous subissez, c'est que vous avez des crétins qui vous ont organisé de façon à ce que vous ne puissiez pas gagner d'argent. Si on vous foutait la paix, la France devrait être le produit agricole, l'exportateur de produits agricoles le plus important au monde. Donc ce n'est pas un débat libéralisme contre protectionnisme, c'est un débat, mais foutez la paix aux Français, qu'on continue à emmerder les Français. La seule solution, c'est de vous foutre la paix, et vous vendrez les produits, et vous créerez les produits qui seront rentables. Je n'ai pas besoin que je fasse un choix entre le libéralisme. Vous êtes capable de gagner du fric librement sans qu'on vous vienne vous dire ce qu'il faut faire. Je suis sûr que si vous pouvez. Ça m'a toujours mis dans des états de rage. Moi, j'étais par exemple dans le sud-ouest. Il y avait une dame à côté d'Auch, une paysanne, à qui j'achetais tous les ans mon foie gras. Et elle connaissait personnellement chacun des canards. Bref, j'étais très bon sur foie gras, donc je l'achetais toujours. Et puis, les services sociaux de l'agriculture et de l'Europe lui sont tombés sur le dos, parce qu'elle n'avait pas, elle stérilisait pas ses canards, ou je sais pas quelle connerie. Et donc, j'ai été obligé d'acheter mes canards après chez des gros fabricants, enfin mes foie gras, et ils sont dégueulasses. Donc, si vous voulez, quand est-ce qu'on va vous foutre la paix pour que vous puissiez faire des foie gras goûteux, des fromages qui puent, sans vous emmerder à demander la permission? La liberté, c'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et en France, c'est tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Mais on est fous. Il faut sortir. Il y a l'Europe dont il faut sortir, bien évidemment. Mais surtout, il faut sortir tous les gars qui travaillent au ministère de l'Agriculture. C'est sûr. Ils servent à rien. Faut mettre des paysans. Il faut rien mettre. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Bonjour, Jean-Marc Verderin. Je suis un peu comme toi, 69 ans, je travaille toujours, mais je m'amuse. Je travaille pas, je m'amuse. Ben oui, c'est ça. La question c'était quelle est ta position? Beaucoup d'entre nous pensent que le mouvement de libération viendra des États-Unis. Alors qu'est-ce que tu penses de Trump et des BRICS? Alors, si vous voulez, l'analyse que vous pouvez faire des États-Unis est intéressante, mais j'ai fait un livre récemment, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, mais ce qui me semble qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis la chute du mur de Berlin, c'est qu'il y a une espèce de groupe qui a pris le pouvoir aux États-Unis quand le mur de Berlin est tombé, et à ce moment-là, les États-Unis ont été ce que Védrine appelle... il y avait une seule puissance. On n'avait plus la lutte des puissances comme entre la Russie. Il y avait une seule puissance, c'était les États-Unis. Et la politique des États-Unis, depuis, ça a été d'attaquer, mais même militairement et économiquement, tous ceux qui essayaient de mettre en doute le fait que les États-Unis a resté cette superpuissance jusqu'à la fin du monde. Donc, aujourd'hui, vous avez eu pendant 20 ans, à peu près, des présidents qui n'étaient pas élus, qui étaient désignés par cette espèce de caste que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire des gens qui sont là et qui gouvernent pour garder le pouvoir. Ils ne cherchent pas le bien, ils cherchent à garder le pouvoir. Et il y a 5 ans à peu près, tous les premiers ministres en Europe étaient
Young Leaders of America. Vous savez, les jeunes amis des États-Unis, ce truc. Tous. Et donc, ils ont maintenant un nombre de Quisling, vous savez, qui était le dictateur qui avait été mis par les Allemands en Norvège en 1940, qui a été condamné à mort après la guerre. Donc ils ont mis un certain nombre de créatures à eux partout. Donc nous ne sommes plus en démocratie, c'est-à-dire que regardez la façon dont ils ont liquidé Fillon. Ça a été fait en 15 jours, quoi. Et puis on nous a sorti une Macron dont personne n'avait jamais entendu parler. Il y a eu tous les magazines qui sont mis à montrer des photos de Macron partout. Donc on ne vote plus pour un homme, on ne vote plus pour une idée, on vote pour quelqu'un qu'on vous a désigné, que quelqu'un d'autre a choisi. Bon, mais ça, il faut se débarrasser de ça. Et la seule façon de s'en débarrasser, c'est dans nos constitutions, depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI, le souverain, c'est le peuple. C'est vous. Débarrasser aussi des médias corrompus. Parce que c'est les médias qui... Mais il faut, là, dès que vous prendrez le pouvoir, la première des choses que vous faites, vous cessez de subventionner les médias. Voilà. Tout de suite. Les médias sont achetés par le capitalisme. Non, mais les médias sont... Oui, bien sûr, c'est acheté par des capitalistes, mais ces capitalistes ont des accords. Par exemple, vous prenez les grands GAFA, là, les Google et tout, ils ont des accords avec le gouvernement. J'interdis à tout le monde de dire du mal de toi sur mon réseau. Et en attendant, toi, tu permets d'être un monopole. Donc, c'est pas du capitalisme, c'est du capitalisme, ce que j'appelle de connivence, c'est-à-dire c'est de l'alliance entre des criminels, ça s'appelle une mafia. Donc, il faut casser et le monopole et la relation. La mafia dans la mafia. La mafia dans la mafia. Je dis pas que ça... Mais Macron est une créature de ce gars-là, je dis pas que ça va être facile. Mais... La mafia Macron, Total, tous ces gros financiers. Non, Total, il ne fait pas partie du groupe parce que Total, il ne gagne pas en France. Hein. Oui, mais il gagne sur les pays africains. Non, il gagne pas. En France, il perd tout ce qu'il veut. C'est quelque chose que je voudrais dire, si vous voulez. Il y a une série de connards, si je peux me permettre. D'ailleurs, si vous ne voulez pas me le permettre, je le dirai quand même, parce que j'ai le droit à la parole libre, comme vous. Voilà, c'est ça qui dérange. Il y a une série de connards à Paris qui vous parlent, il faut taxer les super profits. Alors ça me pose deux questions. Qui décide qui est un super profit, qui décide qui est un profit normal? Quand est-ce qu'un type a pris une très bonne décision dans la campagne, il fait un produit qui d'un seul coup le prix de ce produit double, triple ou quadruple, donc cette année-là il gagne plein de pognon. C'est mal ou c'est bien? Il a pris une bonne décision. Donc il gagne plein de pognon. Donc, en quoi prendre une bonne décision et gagner plein de fric avec? Est-ce que vous préfériez qu'il y ait un gars qui ait pris une mauvaise décision, qui perde tout ce qu'il veut et qui demande des milliards à l'État pour le sauver? Donc. Mais ça appauvrit personne. L'idée. Je peux vous montrer, j'ai travaillé toute ma vie là-dessus, c'est pas l'argument d'autorité, mais c'est simplement l'argument de vérité. Si le profit monte dans une société... Par exemple, ce que vous êtes en train de me dire, madame, c'est que pour que la paysannerie s'en sorte, il faut qu'elle cesse de gagner de l'argent. Ben, c'est ce que vous venez de dire. Si vous gagnez de l'argent, les autres vont s'appauvrir. Mais si, c'est ce que vous venez de dire. Non, il ne faut pas que les autres pays commencent à piller. Là, on voit, on prend chez du Total, ils pillent des autres pays. Mais ils pillent rien du tout. Ils pillent rien du tout. Je crois que ce qu'a voulu dire cette dame, c'est que quand tout Total fait 24 milliards de bénéfices et que nous on paye le gasoil. Mais le gasoil, c'est pas Total qui détermine le prix du gasoil. Les trois quarts du prix, c'est l'État. Mais eux, ils vous vendent le gasoil au même prix qu'ils le vendent partout dans les autres pays d'Europe. La seule différence entre les autres pays d'Europe et vous, c'est que le prix de l'État, c'est des impôts. C'est des impôts. Si vous payez votre essence moins cher en Russie, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt dessus. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez, l'idée que le profit, c'est parce que vous travaillez dans une idée de gâteau à taille fixe, c'est pas ce qui... Ça ne veut pas dire... Les sociétés sans profit s'écroulent. Je peux vous montrer tous les graphiques que vous voulez, tous les beaux trucs, mais c'est pas la peine. Vous mettez les profits faits par les sociétés françaises en France.
qui sont disponibles. Ça s'appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises. C'est calculé par l'INSEE. Donc les sociétés françaises, c'est grosso modo le tiroir caisse de la caissière. Vous savez, il y a de l'argent qui sort pour payer les fournitures, il y a de l'argent qui rentre, c'est les trucs, puis ce qui reste quand on a tout payé, quoi. C'est ça, la marge brute d'autofinancement, c'est ça. Eh bien, quand la marge brute d'autofinancement des entreprises monte, 1 an plus tard, à chaque fois, l'emploi augmente, et quand la marge brute d'autofinancement des entreprises baisse, 1 an plus tard, le chômage augmente. Donc, si vous voulez que vos enfants trouvent du travail, il faut que les entreprises gagnent de l'argent. Sinon, vous êtes foutus. C'est complètement con d'espérer que de piquer l'argent. Il y a une parabole dans la Bible, qui est celle du maître et de la vigne. Le maître, il a bien travaillé sa vigne, il la donne en location, et les paysans de l'époque refusent de payer en disant « on ne le paye pas comme ça ». Il envoie des prophètes, et hop, on tue le prophète. Il envoie son fils, et à la fin, les gens disent « on va tuer le fils, comme ça la vigne nous reviendra à nous ». C'est du vol. Et ils meurent tous assassinés. Voler le travail d'un autre, ça n'a jamais fait votre richesse. Jamais. Donc si vous pensez que voler quelqu'un qui a le travail d'un autre, ça va vous enrichir, vous allez vous appauvrir à chaque fois. Ça a toujours été ici dans l'histoire, et ça a toujours été un désastre. Donc foutez la paix aux autres, gagnez de l'argent vous-même, et tout ira bien. C'est comme taxer le travail. C'est comme taxer le travail. Taxer le travail, c'est un crime. J'ai embauché une jeune personne, là, il y a quelque temps. Elle me coûte 2 000 € par mois pour m'aider. Elle touche 2 000 €, elle me coûte 4 000. Mais qui lui pique 2 000 ? Mais l'État, mais qui a donné le droit à l'État de s'emparer du travail de cette personne ? Et même moi, elle me coûte 4 000, mais elle me dit, je ne suis pas assez payé. Mais je lui dis, tu me coûtes 4 000 ? C'est monstrueux. Mais quand est-ce qu'on va cesser de voler dans ce pays ? De racketter. Et avec des gens qui disent, il faut racketter plus. Mais arrêtez. Il faut racketter moins, il faut arrêter de racketter. Autant taxer la finance. Mais la finance, c'est vachement utile, la finance. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je vais vous raconter. C'est eux qui mettent au pouvoir ces gens-là, c'est eux qui ont mis... Non, encore une fois, ceux qui mettent au pouvoir ces gens-là, c'est ceux qui ont bâti des monopoles. Eh ben, le rôle de l'État, dans un État normal, c'est de casser les monopoles. Madame, une question. Oui, bien sûr. Bonjour, Catherine Joubert, pour revenir au problème agricole, vous dites justement qu'il faut libérer les paysans, est-ce que ça solutionne un problème ? Dans un contexte, vous avez des prix financés mondialement par des structures qui échappent évidemment aux paysans, donc il y a l'initiative de la Russie et notamment de Poutine évidemment, de créer des bourses alternatives, en fait pour que tout ne soit pas fixé à Chicago par exemple. Vous pensez que c'est réaliste, puisque vous agissez à ça en fait. Et en quoi ça pourrait permettre de libérer justement quelque part les paysans pour avoir des prix entre guillemets justes. Alors, oui, ce que vous posez, c'est une question très importante. Très importante. Quand vous, mettons que vous soyez en charge de gérer un pays. Bon. Si vous voulez qu'il y ait croissance, pour embaucher les gens, c'est ce que je viens de dire, il faut que l'argent, le capital, aille à celui qui a une rentabilité marginale du capital investi la meilleure. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, la croissance, c'est un système darwinien. Ceux qui utilisent bien le capital, qui est une denrée rare, progressent. Ceux qui l'utilisent mal, ils disparaissent. Hein, c'est des diplodocus qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Bon, c'est comme ça. Et on n'a jamais rien trouvé d'autre. Hein. Mais si vous faites ça, cette recherche du capital, de la rentabilité, ce qui est logique, c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, c'est logique, et que vous avez une crise comme celle qu'on a eue au moment du Covid, si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une vis pour terminer votre voiture à Paris et que cette vis, elle est faite qu'en Chine, vous vous retrouvez dans une situation... Donc, le rôle de l'État, bien compris, c'est de favoriser la croissance d'un côté et d'essayer de limiter la fragilité de l'autre. Il y a deux choses.
c'est bien joli que les sociétés gagnent le maximum de pognon, mais si je ne peux plus faire de médicaments chez moi, j'ai un problème. Et quand ce qui concerne l'agriculture, les Suisses, ils ont trouvé une solution qui est pas mal. Ils ouvrent à l'exportation, ils ouvrent à l'importation, pardon, quand il commence à y avoir une pénurie locale. Et sinon, c'est le prix local qui détermine, et puis si le prix local suffit à... Parce qu'un pays normal doit quand même faire attention à ne pas devenir complètement dépendant pour sa nourriture des autres pays. Donc, il faut donc trouver une solution, mais on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous n'êtes pas loin, que autrefois, les meilleures cerises venaient des cerisiers qui étaient plantés sur le Ventoux. Là. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Vous savez, j'ai une maison à Avignon, là. Et ils ont arrêté d'en faire parce qu'on leur a interdit de mettre je sais quel produit chimique sur les cerises. Donc, les mêmes cerises arrivent de Turquie et elles ont toutes le produit dessus. Donc vous dites, mais faut pas déconner, quoi. Il faut mettre ça à tout ça. Ou bien, on dit au type, vous mettez pas de produit, ou bien si on a produit... Donc il faut... Moi, j'ai toujours été un sportif dans ma vie jusqu'au moment où j'ai commencé à me faire battre par des gens plus jeunes que moi, donc j'ai arrêté parce que c'était désagréable. Mais si vous voulez, quand je faisais du sport, il fallait que ce soit sur le même terrain avec le gars d'en face, quoi. Il ne faut pas qu'il ait un avantage, qu'il y ait un arbitre qui triche. Donc voilà, il faut les mêmes règles pour tout le monde, quoi. Ça. Mais ça c'est pas le cas, donc c'est pas acceptable, quoi. Donc c'est... Non. Moi, ma question est un tout petit peu différente. Oui, attendez, madame, j'ai mal répondu à la question de madame, pardon. J'ai mal répondu, mais elle était un petit peu différente. En fait, oui, bien évidemment. Bien dans le micro. Si Voilà, vous voulez poser une question, vous venez là, s'il vous plaît. Oui. C'est bon. Moi aussi, je viens de la finance, j'étais chez Goldman Sachs. Le micro, madame. Plus proche. Les collègues, entre guillemets, voilà. Qu'est-ce que vous foutez ici si vous avez été à Goldman Sachs? J'ai quitté Goldman Sachs. J'ai quitté Goldman Sachs. J'espère bien. C'est un truc de brigand, ça, allez-y. C'est un de mes plus gros clients aussi. Hein. Goldman Sachs et BlackRock sont parmi mes plus gros clients. Donc, on peut en discuter en privé, c'est pas le problème. Le problème est pas là. Mais si vous voulez, ma question est un tout petit peu différente. Si vous voulez, il y a le problème à la base, il y a toutes ces réglementations qui sont inégalitaires, qui sont absurdes, qui sont très contraignantes. Mais il y a un autre aspect qui est très contraignant. Moi, j'ai parlé à des gens, je ne suis pas spécialiste du milieu, céréaliers, qui me disent, je ne sais pas quoi, par exemple, n'importe quoi, en février, les céréales, c'était 600 €, par exemple, et maintenant, c'est tombé à 100 € 3 mois après. On ne maîtrise pas ça, parce que c'est les marchés internationaux qui fixent ces prix. Et la Russie, avec Poutine, dans son souci de désenclaver le monde de ces monopoles, comme vous dites, notamment le monopole de Chicago, a lancé l'idée d'un système alternatif. Enfin, ils ont essayé de mettre en place un système alternatif de bourse où il y aurait une fixation de prix qui serait plus, si vous voulez, logique, je ne sais pas comment ils vont faire, et plus favorable pour donc les agricultures qui ne veulent pas être soumises au diktat à nouveau des Américains. Ma question était, est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez que c'est bon? Donc, je vais expliquer pourquoi. Parce que si vous avez le même produit qui est coté sur deux bourses différentes et qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre, il y a des gros malins qui vont se mettre à arbitrer tout de suite du premier vers le deuxième et ça ne peut pas marcher. Par contre, ce que vous pouvez décider, comme le font les Suisses, c'est je ne sais pas quoi, la luzerne suisse se vendra à tel prix et on n'importera pas de luzerne extérieure tant qu'on en a en Suisse. Ça, c'est une décision souveraine, mais qui est interdite par l'Europe. Ça ne peut pas avoir lieu dans le cadre européen. L'agriculture française est condamnée à mort si l'Europe reste dans sa formule actuelle. Mais elle est obligée de rester. C'est pour faire vendre des automobiles aux Allemands, qu'on sacrifie l'agriculture française. Mais les Allemands, de toute façon, ils ne vont plus faire d'automobiles, ils vont faire faillite. Alors ça va aller bien. Tant mieux. Moi, je pense que l'Allemagne, c'est le pays le plus dangereux en Europe aujourd'hui. Voilà, ça fait 50 ans qu'ils nous trahissent.
n'a pas entendu, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que l'Allemagne est gérée en fonction des intérêts de l'Allemagne contre les intérêts des autres pays et que nous l'acceptons. Et on l'a bien vu avec l'euro. Avec un Deutsche Mark, ils sont partis avec le double d'argent que nous, les Français. Non, c'est pas tellement ça, c'est que surtout avec le Deutsche Mark, ils sont rentrés avec un niveau sous-évalué. Nous sommes rentrés avec un niveau surévalué et on a fait les 35 heures et on a fait toutes les conneries. Et donc le coût du travail est monté et toutes les usines ont disparu en France. Non mais, si vous voulez, l'élite française a réussi à détruire l'industrie française et elle est en train de faire de son mieux pour détruire l'agriculture française. C'est le dernier plan. Non, le dernier, c'est l'armée française. Une fois qu'ils auront détruit l'armée française, ils auront réussi. Parce que tant qu'il reste l'armée, il reste un petit espoir. Mais je voudrais dire quelque chose avant de répondre à votre question, madame. Je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel. Il se passe un phénomène curieux. C'est d'abord, pourquoi je suis là? J'en sais foutre rien. Mais c'est pas ça la question. C'est comment je suis arrivé là. Mais c'est tout à fait surprenant, ça. Parce que il y a 15 ans, je sais pas quoi, je suis rentré en France en me disant si le bateau coule, je veux être dessus. J'ai discuté avec ma fille qui m'a dit, parce qu'il était en train de me faire rouler dans la farine par toute une série d'instituts libéraux à la noix, elle m'a dit on va te créer un truc. Donc elle m'a créé un machin, l'Institut des libertés. J'ai écrit des petits papiers, j'ai été lu par 25-30 000 personnes, ce qui est bien. Et puis un jour, il y a deux petits jeunes qui sont venus et qui m'ont dit on va vous filmer. Et là, j'ai fait 350 000, 400 000, 500 000 vues. Et je me suis dit, flûte, on ne communique plus de la même façon. L'écrit, c'est plus la façon de communiquer. Ça ne marche plus. Donc, ma fille m'a dit, on va créer l'Institut des libertés médias. Et j'ai commencé à passer sur les médias avec des émissions 2 fois par semaine. Maintenant, on a 350 000 abonnés, ce qui paraît-il très bien. Mais ce qu'il y a d'étonnant là-dedans, si vous voulez, c'est que ça s'est fait avec 3 francs dessous, des bouts de ficelle. Ça ne coûte rien. Donc, quand on se plaint des médias, en fait, vous êtes en train de dire que vous êtes des gros paresseux. Vous, parce que rien ne vous interdit d'essayer de toucher les autres. C'est à vous de passer. Si moi je suis passé tout seul et avec l'aide de ma fille, eh ben, chacun d'entre vous peut le faire. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je sais bien que vous le faites. Mais il faut s'organiser à partir de la base. Vous devez toucher la base. Tout le monde, si vous voulez, quand je parle aux gens, ils me disent tous, il faut que tu parles là-haut. Je leur dis, je parle, j'ai parlé là-haut. Mais ils me disent tous, mais Charles, tu comprends pas. Tu dis que ça va pas du tout. Mais pour nous, ça n'a jamais été aussi bien. Ils sont très contents. Ils sont très satisfaits. Ils vivent pas dans le même monde. Ils vivent pas dans le vrai monde. Donc, vraiment, pour moi, si vous voulez, cette question est essentielle. C'est si je suis venu ici, si je suis là, c'est parce qu'on a fait ce truc il y a 10 ans, que ça a marché, que les gens s'intéressent, et du coup, vous avez appris que j'existais. Ben, il faut que vous appreniez au reste du monde que vous existez. Ouais, c'est ça. C'est ça votre boulot. Il ne faut pas se sous-estimer. Alors, moi, je me ferai porte-parole d'une amie qui a participé à qui aurait vraiment beaucoup aimé ça. Donc, vous parlez beaucoup de la Suisse, Ben oui. par exemple. Donc, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Non. Par contre, elle fait partie de l'AELE, l'Association européenne du libre-échange. Oui, avec le Portugal, d'autres fois. C'était une contre-truc qui avait été créé par la Grande-Bretagne quand ils ne voulaient pas rentrer dans l'Europe pour essayer de faire d'embêter les Européens. Mais enfin, ça, Moi, ce que j'ai vu, c'est Norvège, Islande, Liechtenstein. Avec la Suisse, ils font partie. Et dans le temps, il y avait le Portugal, mais quand ils sont rentrés, oui, c'est ça, c'est une espèce d'association de gens qui ne sont pas d'accord avec l'Europe. Oui. La question, c'est juste, avec tous ces Français qui ont peur de sortir de l'Union européenne, est-ce que l'AELE pourrait être une solution intermédiaire? Non, si vous voulez, on ne peut pas être à moitié enceinte. Ou vous êtes libre, ou vous n'êtes pas, ou vous n'êtes pas libre. Donc, il faut être libre. Oh. C'est pas mal, C'est vrai? Bonjour, M. Gall. Je m'appelle Nicolas Lefebvre, je viens de Belgique, et donc je suis auprès des institutions européennes et de tout ce qui se passe là-bas. Et nous, ce qu'on a bien peur, c'est ce qui va se passer le 24 mai, c'est la décision de M. Tedros et de tous nos ministres et États qui veulent nous
nous imposer le nouvel ordre mondial par le traité de l'OMS. Ah, ça, il faut le fusiller, ça. Ah, ça, là, c'est la résistance armée. Hein. Une survie. Il faut sortir les fourches. Hein. C'est bon. Je suis bien content de votre réponse. Non, mais pas décoller. Vous avez parlé tantôt que c'est très bien de gagner de l'argent. Moi, je vais répondre un petit peu à tout le monde. Moi, je trouve que c'est très bien de gagner de l'argent. Moi, j'aimerais bien payer 10 millions d'impôts. J'aimerais bien vraiment payer 10 millions d'impôts. Mais si je sais à quoi va servir mon argent, et donc je suis pour une audit de nos impôts, de ce qu'on donne, pour voir où part notre argent, parce qu'on ne sait jamais où part notre argent. Ben voilà. Et alors aussi qu'on puisse gagner de l'argent, ok, mais sans exploiter personne. Donc si je fais du partenariat avec mes ouvriers et que je redistribue une partie de mon bénéfice à mes ouvriers, ils vont certainement beaucoup mieux travailler pour moi. Et je pense que c'est un peu le système que vous prenez. Au niveau de ce que vous dites, par rapport, il faut parler, il faut s'exprimer et tout. Moi, je le fais depuis pas mal d'années. J'ai une censure énorme, justement, par les GAFAM, par l'État. Passer sur Twitter. Oui. Parce que le monde va être sauvé par Elon Musk. Hein. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit hier? Il a dit une phrase incroyable. Il a dit « J'ai payé 45 milliards de dollars pour Twitter, pas pour acquérir Twitter, mais pour que nous retrouvions la liberté de parole. » C'est vrai, ça. Bravo. La question, c'est on voit que tous nos gouvernements et tous nos financiers dépendent du Forum économique mondial. Et comment faire pour sortir de cette... Je ne dépends pas du Forum économique mondial. Non, J'y suis jamais allé. J'ai déjà un associé qui y va tout le temps, mais ça, c'est autre chose. Ouais. On vous a proposé d'y aller? On voit quand même, non, jamais. On voit quand même que nos représentants d'État, ils vont sans mandat du peuple pour se représenter là-bas. On voit que ces gens-là, ils manipulent la finance, mais la mauvaise finance, pour vendre nos produits agricoles ici dans le monde entier, parce qu'on a des très bons produits, donc on les vend très cher ailleurs, mais pour nourrir le peuple d'ici, on prend de la nourriture très mauvaise ailleurs qu'on nous vend très cher aussi. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait faire. Oui, ça c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est dans les produits agricoles. Si vous voulez, quelque part, le vin, ils ont trouvé une façon de s'en sortir que j'ai trouvé pas con. C'est-à-dire qu'il y a des vins qui sont de très bonne qualité. Parce que quand j'étais jeune, tout le vin qui était fait dans la région qui allait de Montpellier jusqu'à Béziers, etc., c'était pour l'armée française. Hein, parce qu'il y avait 2 litres de vin par troufion. Il devait tirer à côté après. Oui, mais non, mais ils vous donnaient 2 litres de vin et 2 paquets de cigarettes gratuitement. C'était quand vous faisiez votre service. Il y en a peut-être qui s'en souviennent là. Et c'était le bon temps. Et on attrapait des cancers, on ne traînait pas comme ça, c'était bien. Et je suis passé là. Et donc, quand on a voulu cesser, quand l'armée française a disparu, la conscription, ben, il y a tous ces gars-là qui étaient dans la région de Montpellier ou de Béziers qui en ont pris plein la tête, hein, parce que d'un seul coup, on leur a pioché de vin. Et ben, ils se sont mis à faire du bon vin. Mais en identifiant le bon vin. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est difficile d'identifier un bon poulet, un cassoulet. Il n'y a pas une autorité, ça paraît con ce que je veux dire, parce que je ne suis pas un homme d'autorité, mais il n'y a pas une façon facile pour le gars en regardant la bouteille, bon, appellation contrôlée, allez hop, il se dit, bon, c'est... Les lentilles vertes du volet. Mais... Et voilà, c'est ça, mais les gens ne le savent pas, voilà, c'est ça. Donc, la seule façon de le faire, c'est par le goût. C'est par le goût. Les Français, ils ont perdu le goût, les jeunes. Ils ont perdu ce goût. Oui. J'ai une question qui est un peu liée à la question précédente. N'est-ce pas un petit peu angélique, aujourd'hui, dans ce monde mondialisé, de croire encore à cette main invisible du marché qui, et j'ai l'impression que vous vous inscrivez là-dedans, régulerait à sa manière notre économie. J'aimerais que vous ayez, c'est intéressant tous vos points de vue, mais qu'à une échelle plus large, vous arriviez à vous positionner sur cette question qui revient, vous avez évoqué les trusts, ou les GAFAM. Aujourd'hui, l'idée selon laquelle le produit, parce qu'il est meilleur, parce qu'il va avoir le succès voulu, je pense qu'on a le recul pour
Ça ne marche pas. Et donc j'aimerais que vous vous positionnez de façon assez précise là-dessus. Ben, écoutez, je vais vous répondre de façon très simple. Ce que m'avait dit mon vieux professeur d'économie à Toulouse, qui était un homme remarquable, M. Clouseau. Il m'avait dit, vous avez dit en cours, en cours inaugural, vous avez deux possibilités. Ou bien vous avez la main invisible d'Adam Smith, bon, pour laquelle vous ne semblez pas avoir le plus grand respect, mais c'est pas grave, c'est votre droit. Ou bien vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Et il n'y a rien d'autre. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une espèce de coup de pied dans le derrière de Staline qui est fait par des forces obscures, et je serais assez d'accord, et le but, c'est de revenir à la main invisible d'Adam Smith, c'est que celui qui travaille, qui fait du bon boulot, soit plus payé que celui qui fait de la merde. Ben, je ne vois pas ce que ça a d'angélique. Ça me paraît la seule solution. Donc il faut casser les GAFA. Oui. Est-ce compatible dans un univers limité, que ce soit ben, rien ne nous a interdit de limiter. Dans la France, l'Europe, cette concurrence peut fonctionner. Dans cet univers de libre-échange mondialisé, votre raisonnement, je crains qu'il tienne difficilement. Ben, il est possible qu'il tienne difficilement, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans une situation de libre marché, et on rétablit une situation de libre marché entre des gens qui ne faussent pas les prix. Par exemple, imaginez que la Chine décide qu'elle va subventionner tous les miroirs magiques qu'elle nous envoie. Vous savez, les miroirs magiques, c'est les panneaux solaires, là. Vous pouvez avoir deux réactions. Si on n'a pas de fabricant de miroirs magiques et qu'on pense que c'est utile, vous êtes content que les Chinois les subventionnent parce que ça fait que vous les achetez moins cher, donc vous aurez votre électricité moins chère, ce qui vous permettra de faire des meilleurs produits que vous vendrez mieux. Ou bien, deuxième possibilité, vous vous dites, bon, j'ai interdit à la Chine d'exporter ses panneaux solaires chez moi, puisqu'elle le subventionne, si vous avez des fabricants locaux. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que des gens font des actions criminelles qu'il faut interdire la liberté. Parce qu'à ce moment-là, vous tombez dans le truc habituel de tous les États. Comme ils vont le faire, par exemple, ils vont essayer de faire une monnaie qui sera à la Banque de France, qui sera une monnaie, vous savez, l'euro numérique. Et ils vous disent, mais vous n'avez rien à craindre, parce que si vous ne faites rien de mal, il ne vous arrivera rien. Mais vous savez d'où vient cette phrase? Qui l'a dit la première? Ben non, c'est Goebbels. C'est Goebbels qui a sorti la phrase, si vous ne faites rien de mal, il ne vous arrivera rien. Ce qui pose la question, qui décide que ce que je fais est mal? Hein? Donc, encore une fois, la solution à l'absence de liberté, c'est la liberté. Ce n'est pas des contrôles exercés par des gens qui ensuite vont vous martyriser. Il ne peut pas y avoir de solution à la liberté par une diminution de la liberté. Ça n'existe pas. Pensez-vous que l'armée pourra nous aider? Oh, alors là, vous savez, moi je suis d'une famille de militaires, si vous voulez, à l'origine. Et donc, et mon père a été condamné à mort en 1941 parce que il avait choisi De Gaulle contre Pétain, en Syrie, où il était officier. Et qui était le président du tribunal militaire qui a condamné mon père à mort? Le maréchal de Tassigny, parce qu'il était pétainiste à l'époque. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que dans l'armée, vous avez parfois des gens qui sont
pétainistes tant que les Allemands gagnent et puis qu'ils deviennent rapidement... Et ceux qui, après 40 ou 50 ans de paix, je crains que ceux qui ne soient à la tête de notre armée ne soient plus des opportunistes que n'importe quoi d'autre. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1914, où les francs-maçons avaient fait des fiches sur tous les officiers français qui allaient à la messe. Et on les avait mis au rencard. Et puis, quand la guerre a commencé en 14, tous les officiers francs-maçons, il a fallu les remplacer à toute allure par ceux qu'on avait mis en rencard, parce qu'ils étaient complètement nuls, tous les francs-maçons. Et ça, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Donc, je ne suis pas certain que je fasse très attention à qui est le chef de l'armée aujourd'hui, mais je sais que si ça barde, il y a peut-être un commandant ou un capitaine ou un colonel, j'en sais rien, qui sera peut-être à ce moment-là capable de nous aider. Merci. De faire de Gaulle. Bonjour monsieur. Allô. Bonjour monsieur Gavin. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans un mensonge actuellement? Est-ce que on vit dans un mensonge actuellement? Oui. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ah oui. Oui, oui. Non, mais bien sûr, vous ne vivez pas dans un mensonge. Les gens qui nous gouvernent vivent dans une espèce de réalité virtuelle et n'ont plus aucun contact avec la réalité. Parce que moi, j'ai été dans les marchés financiers toute ma vie. Si je dis, par exemple, allez, les taux d'intérêt vont monter, et je prends une décision, et puis qu'à la place de monter, ils baissent, je prends une énorme claque. Donc, je me mets à réfléchir pourquoi je me suis trompé, pour éviter de faire la même erreur la fois d'après. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous voyez, ces gars qui sont au pouvoir, bon, ça fait 40 ou 50 ans qu'ils foutent en l'air l'éducation nationale, avec des idées à la con. Donc, par exemple, moi, il y a deux choses qui me sidèrent dans l'éducation nationale d'aujourd'hui par rapport à celle que j'ai connue. C'est que 90% du personnel enseignant est féminin. Pourquoi ? Comment vous pouvez éduquer des garçons de 16 ans qu'avec des femmes ? Ça paraît une idée curieuse. Et deuxièmement, un garçon de 16 ans, c'est con, c'est pas croyable. Ça a de la testostérone qui lui sort par les trous de nez. Il n'en peut plus. Et on le met avec des filles en classe. Mais il faut être con. Pour la mixité, c'est une connerie monumentale quand vous êtes un garçon. Comme les animaux. Comme les animaux, enfin, je sais rien. Donc, si vous voulez, et ça marche pas, et ils continuent. Et ils font ça dans l'éducation, ils font ça partout, dans la paysannerie, ils font ça, mais la justice, mais, je veux dire, il n'y a rien qui marche. Les écoles d'ingénieurs aussi, malheureusement. Voilà. Et donc, il y a un refus de regarder la réalité. C'est ce qu'on appelait le retour de la réalité quand j'ai enseigné. Vous savez, c'est que vous prenez une décision, puis vous regardez si ça marche, quoi. Et que ça marche pas, ils restent avec les mêmes principes. L'immigration, c'est la même chose. Ils continuent imperturbablement à nous sortir ce qu'ils nous sortaient il y a 40 ans. Pourtant, ça marche pas. Et ça marche pas. Eh bien, ils continuent. Je comprends pas. Il y a des raisons, hein. Tout simple, hein. Il y a des raisons. C'est très facile à comprendre. Mais dites-moi pourquoi. Ben, c'est parce qu'ils veulent que ça soit comme ça. Point. Oui, mais quel avantage ils ont ? Ils sont idiots, c'est qu'ils savent très bien ce qu'il faut. C'est leur plan. Oui, mais je veux bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans l'histoire ? Le contrôle total de l'humanité. C'est qu'ils ont tout à se reprocher. Tout à se reprocher. La déstructuration de la société. Oui, mais je veux bien, mais qui gagne dans ce coup-là ? Eux. Ils gagnent rien. Parce qu'ils sont malades. C'est des malades. C'est pas impossible. Est-ce que vous savez que dernièrement j'ai appris que la France est une entreprise? Mais non. Si, Washington DC. C'est une grosse connerie, ça. Ah bon? Parce que, désolé, j'ai quelque chose qui fait partie du groupe
Mais je vous assure que tout est illégal en France, monsieur. Mais tout est illégal en France. Mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on vit dans un mensonge. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. On vit dans un mensonge. Oui. Et que tous ces impôts, tout l'argent qu'on donne à l'État ne va pas forcément à des destinations bien précises. Elle va à Washington DC. Non, mais je peux vous assurer que, connaissant Washington DC, leur déficit budgétaire et leur dette est telle que dans 3 ans, ils vont décider de ne plus défendre l'Europe. Hein. Et donc, ils vont retirer leur armée d'Europe. Et à ce moment-là, on aura le choix entre 2 armées en Europe. Parce que vous savez, dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Hein. C'est connu, ça. C'est une loi de l'histoire qui ne connaît pas de... Donc, l'armée du pays d'à côté, depuis 50 ans, ça a été l'armée américaine. Comme ils vont faire faillite dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ils vont être obligés de retirer leur armée parce qu'ils ne pourront plus la payer. Et le choix qu'on a d'une armée de remplacement, vous en avez 2 en Europe, de taille suffisante, c'est la Turquie et c'est la Russie. Alors le choix que vont devoir faire les Français dans les 10 ans qui viennent, c'est vous préférez l'armée turque ou vous préférez l'armée russe? Russe. Russe. Non. Ouais, je sais bien, mais si c'est les gars qui font le choix... Et vous préférez quoi? Moi, je préférais l'armée française, mais ça, c'est une autre idée, ça. Ah, mais oui, dans les d'accord. Ça, c'est la réponse d'un politicien. Hein. Non, mais parce qu'il y a encore les cadres. Si vous voulez, l'armée française, c'est comme un squelette aujourd'hui sur lequel il reste quelques tendons, quelques muscles. Mais vous pourriez, il y a les écoles, il y a le personnel, il y a tout ça. Vous pourriez recréer une armée française. Remettre le service militaire. Peut-être pas remettre le service militaire, mais en tout cas, redonner des moyens à l'armée. On peut. Il y a 2 armées en Europe qui tiennent encore, qui ont une certaine crédibilité, c'est l'armée anglaise et l'armée française. Et l'Angleterre a décidé de sortir de l'Europe, et puis maintenant elle est avec les États-Unis. Et donc il reste que l'armée française, voilà. Donc Voilà. Soumis, on en entendra peu parler aussi. Qui ça? Soumis, on en entendra peu parler, malheureusement. Oui, mais vous savez, si vous mettez les peuples en soumission... Non, je parle de certains militaires, vous parliez des troupes au commandement. Ah ben, bien évidemment, ça c'est... mais vous savez, les événements sont ainsi faits que... Ce que j'essayais de vous dire, c'est que nous rentrons dans des périodes troublées. Donc les positions acquises, ce que disait un homme que j'aimais beaucoup, il disait, le drame, ce qui fait peur dans l'histoire, c'est pas les bruits de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de glissements feutrés des pantoufles, mais ça marche pas. À la libération, ils sont tous résistants, vous en faites pas. Ah oui, mais d'abord, faut-il qu'il y ait libération pour commencer. Donc il fallait d'abord qu'il y ait De Gaulle. On y va. On va trouver un De Gaulle. Tous les De Gaulle, ils sont autour de nous aujourd'hui. Quels seraient les avantages et les inconvénients pour vous de retrouver une monnaie souveraine? Ah ben, aucun inconvénient, que des avantages. Ah, ça fait plaisir. J'ai écrit un livre que vous retrouvez qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel j'expliquais que l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était il y a 20 ans. J'ai expliqué que l'euro allait détruire l'Europe que nous aimions, c'est-à-dire celle de la diversité, et que c'était un truc qui était fait par des gars qui voulaient créer un État européen, alors que l'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. Donc il peut y avoir une civilisation européenne, mais il ne peut pas y avoir de nation européenne. Et c'est ce que je me tue à expliquer aux gens. Donc il ne peut pas y avoir de monnaie européenne. C'est une imbécilité, la monnaie européenne, puisque vous maintenez dans le même taux de change des gens qui ont des productivités différentes. Et donc ça ne peut pas marcher. Et de ça ne peut pas marcher. C'est absurde. Il y a... Mais ceux qui l'ont dit à l'époque, Mais ils continuent à vous dire que si on le quittait, ça serait un désastre. La guerre, alors qu'on donc, donc, pourquoi écouter ces gars-là? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gars qui passent à la télévision depuis 40 ans, du style Duhamel, Attali ou Main, qui vous racontent que des conneries depuis 50 ans. Et non seulement il ne faut pas qu'en raconter, ils en ont écrit aussi, des conneries. Ils en ont fait plein. Donc, pourquoi vous continuez à prêter attention à ce que ces gars-là disent? Quand je vois Macron ou n'importe quoi sur la télévision, je ferme le bouton.
J'ai rien à apprendre. Ils ne me servent à rien. Et on n'a plus la télé. Vous avez raison. Bonjour, M. Gall. René Pradier, agriculteur, exploitant forestier et retraité. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Suisse, un peu comme un modèle. Oui. Et il y a un économiste qui s'appelle Marc Chenet, que vous devez connaître probablement, qui a essayé d'installer en Suisse, par le biais d'une votation, la microtaxe sur les transactions financières. Et ce monsieur nous expliquait que le volume total des transactions financières en Suisse égalait 200 fois le PIB. Est-ce que vous pouvez là-dessus... Mais c'est encore une... si je peux me dire... ça prouve que cet économiste qui a essayé d'installer ça a été un âne, mais enfin, c'est vrai qu'il est... en tant qu'économiste, il aurait dû savoir que je ne connais pas une taxe dans l'histoire qui n'ait pas été payée par le consommateur final. Je vous donne 100 millions de dollars à celui qui me prouve qu'en augmentant les taxes, vous allez augmenter la richesse moyenne. Vous l'appauvrissez à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous prenez du pognon à ceux qui savent s'en servir intelligemment, dans les transactions financières, qui ne les font pas cher, pour le fournir à quelqu'un qui s'appelle l'État, qui va faire n'importe quoi avec. Mais arrêtez de penser que taxer les gens est une solution. Le mot le plus dangereux dans l'histoire, disait Ronald Reagan, c'est « je viens de la part du gouvernement et je suis là pour vous aider ». Mais arrêtez de penser que l'État peut vous aider. C'est l'ennemi. L'État, il doit faire la justice, l'armée, la diplomatie et la police, parce que le marché ne peut pas faire ça. Il ne peut pas y avoir de police privée, il ne peut pas y avoir de justice privée. Donc, c'est des fonctions régaliennes. Mais une fois que vous avez établi cet État qui a le monopole de la force légitime, hein, vous savez, il a le monopole de la violence, l'État. Le problème, c'est une fois que vous l'avez établi, comment vous vous protégez contre ce monstre que vous avez créé? Donc la seule chose qui compte, c'est il faut maintenir l'État dans ses fonctions régaliennes et l'empêcher d'en sortir. Sans ça, vous allez tous terminer dans des camps de concentration. Mais c'est quand même mieux de taxer la spéculation que le travail. Bah oui. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez un fonds de pension. Grâce à l'efficacité du système capitaliste, le coût des transactions est quasiment tombé à 1/1000 de ce qu'il était il y a 20 ans. Vous êtes bénéficiaire, c'est pas une spéculation. C'est vous qui décidez que c'est une spéculation. Le type qui gère de l'argent, pour lui, il essaye d'envoyer l'argent où c'est le mieux. Donc, vous décidez que c'est qu'une spéculation, et donc il y a une chose qui est bonne, c'est la taxe. Mais non, d'abord, vous savez pas ce que c'est qu'une spéculation. Speculare en latin, ça veut dire réfléchir. Donc, ce que vous dites, c'est je vais taxer la réflexion. Ben, vous aurez que des connards à ce moment-là. Mais Vanguard, ils ont monté un système qui a fait baisser les coûts de gestion de votre épargne de 90%. Donc on doit les remercier. Ben, vous ne devez pas les remercier, mais en tout cas, vous ne devez pas leur mettre un impôt dessus, parce que c'est complètement con. C'est votre épargne qui est mieux gérée, moins chère. Enfin, il faut arrêter de dire des bêtises. Bon. Je voudrais simplement vous dire un truc, c'est que vous prenez le capitalisme, dont on dit le plus grand mal, les super profits, etc. En l'espace de 2 siècles, l'espérance de vie a été multipliée par 4, la richesse a été multipliée de façon extraordinaire, tout a monté, vous vivez mieux que Louis XIV, et on m'explique que c'est un système abominable, alors que le socialisme et la taxe nous amèneraient au bonheur. Mais regardez tous les pays socialistes, ils sont tous morts de faim, il n'y a pas eu... Tous les massacres du XIXe siècle ont été faits par des pays, plus de 100 millions de morts, hein, ont été faits par des pays qui avaient socialiste dans leur titre. Il n'y a pas eu le capitalisme qui a tué personne au XXe. Mais arrêtez de comparer une réalité, comment ça marche, avec un espoir complètement con, ça serait mieux si on était tous bons. L'homme est mauvais et bon à la fois. Arrêtez de penser qu'il y a des hommes bons et des hommes mauvais. Oui, mais là on est dans des raisonnements très entiers, très manichéens. Mais pas du tout. On ne peut pas imaginer qu'entre le libéralisme sauvage et un certain aujourd'hui, on peut croire à l'époque de Basquiat et d'Adam Smith, aujourd'hui, dans un monde mondialisé tel qu'il est-ce que se poser la question de savoir si les États n'ont pas un certain rôle
protectionniste à jouer, est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez, mais je n'interdis. En aucun cas, il faut interdire le débat. Mais vous avez la réponse qui a été. Je n'ai jamais connu un seul pays dans l'histoire qui se soit enrichi par le protectionnisme. Ça n'existe pas. La Suisse, il n'y a pas de pays plus ouvert sur le monde que la Suisse, sauf pour l'agriculture, dans certaines conditions. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la fragilité, c'est la responsabilité des Suisses de déterminer quel degré de protectionnisme ils veulent. Mais vous, qui me dites que je suis quelqu'un qui cherche à faire du manichéisme, vous partez du principe qu'il peut y avoir un protectionnisme bon. Or, c'est pas vrai. Les Suisses... Vous venez de dire que les Suisses ont un certain protectionnisme. Mais je l'ai toujours dit, mais ça résuppose une grosse... Si la fille est ciblée, ça va y aller. Elle vient en aide. Micro, oui. Tiens, prends le micro, là. Allez. Bonsoir. Allons. On a bien la preuve. L'Europe, c'est une sorte de protectionnisme qu'il faut, mais ça ne marche pas. Il faut un protectionnisme pour le système public. Voilà. Pour les fonctionnaires. L'agriculture n'a jamais autant été touchée de subventions et de protégée, elle ne marche pas. On crève d'un excès de taxes, on crève d'un excès. Regardez, vous crevez quoi? D'un excès de pas assez de réglementation? Dites-moi que vous crevez d'un excès de pas assez de réglementation, je vais rigoler. Vous crevez parce qu'on vous colle des normes, on vous colle des mecs sur la gueule toute la journée. C'est bien la fille, hein? Ouais, faut pas l'emmerder, hein? Ça n'est monté au nez, la moutarde. On est protégé sur notre flanc droit. Solidarité dans la famille. Moi, je veux bien qu'il y ait un protectionnisme, mais on ne pourra avoir qu'un protectionnisme une fois que vous aurez repris cette liberté. Alors, on les reprend, on reprend la souveraineté, on reprend le franc. On reprend le franc. Mais non, on va le faire par la monnaie, on va le faire parce que ce pays va s'écraser, et à ce moment-là, on pourra faire nos lois. Ça sera à partir de ce moment-là. Quand est-ce qu'on va s'écraser ce pays? C'est avec elle que j'ai monté tout ce coup-là, mais elle est sortie première du barreau de Paris. Et elle a fait une grande université aux États-Unis en Ligue 1. Bravo, ma fille. Les chiens font pas des chats. Pour continuer, je voudrais faire attention au positif, toujours être positif dans vos propos, hein. Pas du négatif. Oui. On est là pour avancer. Bien prêt, voilà. Donc moi je voudrais avoir une solution pratico-pratique, parce que je pense qu'on est tous un peu impatients. Pourrait-on aborder le problème de l'investissement dans l'économie réelle, qui signifie de placer l'argent dans des entreprises françaises qui ne sont pas cotées en bourse? Avez-vous connaissance de circuits d'investissement dans l'économie réelle? Alors, oui, d'abord, il faut revenir à l'essence de ce qu'est la finance. Donc, qu'est-ce que c'est que la finance? Vous avez, et pourquoi on a eu ce développement à partir du XVIIIe siècle en Angleterre? C'est intéressant. Vous avez un stock d'épargne dans un pays qui sont en général, jusqu'à il y a 2 siècles à peu près, vous épargnez parce qu'arrivait la fin de votre vie et vous deviez être capable de payer les gens alors que vous ne travailliez plus. Donc c'était de l'épargne. Et puis la façon dont cette épargne était mise, c'était souvent dans des petites pièces d'or. Donc c'était une épargne qui ne servait à rien. Elle était là, c'était juste pour acheter du temps de consommation dans le futur. Mais c'était tout. Et au 18e, au 17e, à la fin du 17e, il y a une série de gars qui sont nés en Angleterre qui ont dit « Attendez, si moi je fais des progrès technologiques, je vais vous prendre votre épargne, je vais vous l'emprunter en quelque sorte, et je vais l'investir dans des machins qui ne vont pas être à somme nulle, qui vont créer, c'est ce qu'on a appelé la croissance. Je vais dans les machines à vapeur, dans les mines de charbon, et ces gars-là, ensuite, je vous rembourserai votre épargne que je vous ai empruntée en or. Donc on se retrouvera à la fin avec plus de production et la même quantité d'or. L'épargne a cessé d'être stérile.
Et ce qui a rendu ce miracle possible, c'est ces financiers. Et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, de diriger l'épargne vers ce qui augmentera la valorisation du système. Donc dire que les financiers sont des parasites, c'est complètement con. Parce que c'est exactement le contraire qu'ils ont été toute leur vie. Ce qu'il faut, c'est les empêcher que les taux d'intérêt soient trop bas, par exemple, pour que les financiers puissent emprunter à zéro et acheter des immeubles, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'ils feront, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Et à ce moment-là, ce qui se passera, c'est que le prix des immeubles montera, mais la quantité d'immeubles n'augmentera pas. C'est-à-dire que les pauvres n'auront plus de gain de productivité, la productivité baissera, les pauvres s'appauvriront et les riches deviendront de plus en plus riches. Donc des taux d'intérêt zéro comme en Europe, c'est un machin qui a été fait pour les riches, pour tuer les pauvres. Si vous ne payez pas le coût de l'argent normal, c'est que il y a quelqu'un qui est en train de s'en mettre plein les fouilles sans travailler. Donc ce ne sont pas des financiers, ce sont des brigands. Voilà, c'est la première des choses que je vais dire. Donc encore une fois, pour revenir à votre question, si vous trouvez une façon dans votre environnement de mobiliser de l'épargne intelligemment, et je sais pas, vous financez votre petit-neveu qui a trouvé une nouvelle façon de faire je sais pas quoi, vous êtes dans le rôle du financier. Et il n'y a rien de mieux. Et si ça marche, vous allez faire un carton pas possible. Est-ce qu'il y a des circuits d'investissement connus dans le... Ben, ça existe, et très souvent, c'est volontaire. Par exemple, vous pourriez ici décider que vous allez faire un circuit d'investissement comme ça. Rien ne vous l'interdit. Vous avez des paysans qui trouvent à nouveau façon de couper du foin, j'en sais rien. Ben, à ce moment-là, vous dites, c'est pas une façon, je vais le financer, il va créer une société, je vais prendre des actions, et c'est l'initiative individuelle qui, encore une fois, l'acte d'entreprendre n'est jamais un acte collectif. C'est toujours un acte individuel. Vous dites, il y a un type, l'entrepreneur, il est fou. Il pense, si vous voulez, ça me fait toujours rigoler, mais être entrepreneur, il faut être masochiste. Vous prenez des claques. Si vous réussissez, tout le monde dit que vous êtes un gros voleur. Si vous échouez, tout le monde dit que vous êtes un couillon. Et vous avez droit à aucun régime social, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. Donc, être entrepreneur, il faut être malade. Mais il en reste. Comme paysan. Comme paysan, mais ce sont des entrepreneurs. Vous étiez les premiers des entrepreneurs. Donc, encore une fois, si vous voulez, ces circuits financiers existent. Et c'est à vous de les monter. Si vous avez un petit-neveu, moi j'ai vu la plupart des gars qui ont réussi dans... Oui, mais à ce moment-là, vous allez payer des coûts invraisemblables. Vous allez demander à la BNP de s'en occuper pour vous. Mais non, mais le type qui montrera ça, il va vous dire que ça coûte pas cher et tout, puis il va vous prendre 2% par-ci, 1% par-là, etc. Et finalement, lui, il gagnera plein de pognon et personne n'en gagnera un par ça. Donc faites-le avec des gens que vous connaissez. Créez-le. Et c'est comme ça que ça marche. C'est ce que font très bien les Bretons, aussi curieux que ça paraisse. C'est marrant, les Bretons, il y a une espèce d'entraide dans les Bretonnes, comme ça, je ne sais pas pourquoi, et qui s'entraînent entre eux, ils trouvent les entrepreneurs, ils les poussent, ils les montent. Et c'est un des rares coins de France où il y a vraiment, peut-être en Alsace aussi. Bonjour, je suis Alain Perrault, j'habite à Emploi. Ma question est toute simple. J'ai observé comme tout le monde, je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. Et moi, j'ai plus envie de cautionner de la société d'aujourd'hui, ni le système bancaire, ni quoi que ce soit, ni les différents gouvernements. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que malgré tout ce qu'on va essayer de mettre en place, il n'y ait pas notre pays qui vienne faire l'ignominie et nous imposer une autre forme de pouvoir ou de contrôle? Première question. On est bien d'accord. Après, pour revenir par rapport, vous parlez d'éducation des enfants. Je pense que l'éducation des enfants, elle n'incombe pas l'éducation nationale, donc il faut qu'elle incombe aux parents. L'éducation des jeunes garçons... Je suis d'accord. C'est vraiment... Mais autrefois... Qu'est-ce qu'on a appris à nos jeunes garçons jusqu'à présent au niveau de l'éducation et du respect des femmes? Non. Mais je suis d'accord avec vous. Vous savez ce qu'ils ont fait en Suède? Changer le monde, monsieur. Oui. C'est pas perpétuer quelque chose qui a déjà existé, c'est partir quelque chose qui est neuf, qui est innovant. Ouh, le coup de la table rase, je suis très méfiant. Non, le coup de la table rase, c'est Lénine, c'est Staline, c'est Robespierre, c'est couper la tête de tous les gars qui ne sont pas d'accord avec vous. La seule chose qu'il faut faire, c'est si quelque chose marche, depuis toujours, on réfléchit avant de le changer.
Voilà, ça marche très bien, mais vous voyez, vous avez pas tort, mais venons à l'éducation, qui est une question extrêmement importante. La Suède fait faillite en 92, ce dont peu de gens se souviennent, comme nous allons faire faillite dans les 2 ans qui viennent, un peu pareil, pour les mêmes raisons. Et donc les Suédois se réunissent et ils avaient un système d'éducation qui était un désastre. C'est-à-dire une espèce de truc avec une immense pyramide, avec des milliers de gens qui travaillaient là-dedans. Ça ne marchait pas du tout, bref. Et donc, après le désastre financier, ils se sont réunis pour discuter de ce qu'il fallait faire. Les Suédois sont très consensuels. Ils essayent de trouver une solution en commune avant d'en trouver une où on va tout changer. Et les Suédois disent, on pose la question, ces 3 questions suédois. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les enfants aient tous une bonne éducation? Tout le monde dit ouais. On est tous d'accord, faut pas déconner. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit payé par les impôts? Tout le monde dit ouais, payé par les impôts, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit donné par des fonctionnaires? Pas vraiment. Donc chaque famille suédoise reçoit un ticket d'éducation qu'il donne à l'école de son choix. 7 familles ensemble peuvent créer une école s'ils le désirent. Et du coup, il y a plein de mecs qui ont été retravaillés dans l'éducation nationale, parce qu'il commence à y avoir... La commune paye le ticket, c'est elle qui distribue les tickets. S'il y a des bonnes écoles dans un village ou dans une ville, l'immobilier monte. S'il y a des mauvaises écoles, l'immobilier baisse. Et ils se sont débarrassés du syndicat d'éducation nationale, du SNESUB, de toutes ces conneries. Et maintenant, ils ont un système qui est parfaitement décentralisé. Donc, l'école doit être gérée par le village, pas par la rue de Grenelle à Paris. Ça n'a aucun intérêt. Rendez la parole aux consommateurs qui sont les parents. Rétablissez le marché dans l'école sans rétablir l'argent. C'est bien, non? Je sais pas. Ben, à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont vous élevez, vous trouvez 6 autres copains et vous créez une école. Ben voilà, donc moi je ne vois pas de meilleure solution. Mais la Suède d'ailleurs, même pour le Covid, le vaccin, tout ça, ils ont été... La Suède, ils n'ont rien fermé pendant le Covid, ils n'ont rien distribué. Il y avait que les stades qui étaient fermés. Et ils ont un déficit budgétaire qui a baissé pendant le Covid. Tout contraire de nous. Ben, ça dépend, si vous voulez. C'était pas. Vous savez, c'est comme chez nous. Moi, au début, je me suis fait injecter 1 ou 2 fois, je sais plus très bien. Pourquoi? Parce que je me disais, il faut que je préserve les vieux. Bon, moi, je suis jeune, j'ai rien à craindre. Mais les vieux qui ont plus de 80 balais, s'ils attrapaient le Covid, ils mourraient, quoi. On est pas bien loin. Oui, moi, j'ai 80 balais. Mais vous savez, la vieillesse, ça n'intéresse que ceux qui s'y intéressent. Moi, si jamais je fais de la politique, j'ai un slogan pour vous. Hein. C'est « Place aux vieux ». Ça fait des années qu'ils nous mettent des jeunes. Il serait temps de mettre quelques vieux connards, quoi. Vaut mieux un vieux connard qu'un jeune. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Michel, alors je ne suis pas agriculteur, je suis ce qu'on appelle un complotiste et je suis très fier de l'être. Voilà. Il en faut. Réveillé et en partie éveillé aussi. Donc, ça fait 40 ans que je me bats contre les mensonges dilettantes. Oui. Sur des tas de domaines. Vous êtes belge, vous, non? Non, pas du tout. Vous avez un fond d'accent. On dit que je suis du pays du Nord, on dit que je suis belge. Ah oui. Donc je suis de partout, je suis un citoyen du monde. D'accord. Je suis partout. Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ben, j'espère bien. Il ne manquerait plus que vous soyez d'accord. Parce que, moi je pars du principe que qu'on soit dans un sens ou dans un autre, la meilleure voie c'est la voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Et que les gens qui sont trop dans le libéralisme, qui sont trop dans l'autre sens, c'est pas la bonne solution. Il faut être au milieu. Nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Voilà. Et moi, je suis chrétien. Je suis pas. Oui, mais c'est pas une bonne. Moi, je suis chrétien. Vous savez ce que disait le Christ? Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Tout le reste vient du malin. Donc, si vous voulez la voie du milieu du bouddhisme, c'est la voie social-démocrate. Non, pas d'accord. Et on voit ce que sont les chrétiens aujourd'hui, le pape entre autres.
qui est Satan, qui est un sataniste total. Oui, bien sûr. Donc, oui, mais justement, c'est difficile d'être chrétien et puis de soutenir des gens comme ça. Ah, mais j'ai pas dit que j'étais pour l'Église d'aujourd'hui. J'ai dit que j'avais lu les évangiles. J'ai même fait un livre dessus qui s'appelle Un libéral nommé Jésus, que je ne saurais trop vous recommander, qui est le livre qui m'a le plus étonné quand je l'ai écrit. Enfin, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas inquiet parce que je suis très pessimiste. Optimiste, pardon. Oui. C'est comme ça. Pour moi, de toute façon, on parlait de l'armée française ou de l'armée de ceci, cela. Pour moi, il y a deux armées partout dans le monde. C'est l'armée qui est du bon côté, c'est-à-dire côté du gouvernement mondial, et puis ceux qui sont du côté de l'Alliance. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Aujourd'hui, l'Alliance a 180 généraux qui sont prêts à intervenir. Qui c'est l'Alliance? Ah, qui c'est l'Alliance? Pardon? Qui c'est l'Alliance? Mais je sais pas. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est l'Alliance. Et puis en plus, 180 généraux, moi je préférais 180 soldats. Parce que les généraux, ça fait longtemps qu'ils se battent plus. Hein. Oui, mais avec les soldats. Non, mais. Oh, moi, vous savez, j'ai été dans l'armée, j'ai vu que les soldats, ils suivaient pas toujours les généraux. Parfois, les généraux, ils partaient dans un sens. Et en général, c'était plutôt vers l'arrière, et les soldats, ils allaient plutôt vers l'avant, ce qui était... En tout cas, dans les généraux, quoi qu'il en soit, il y en a toujours qui seront du bon côté, d'autres qui seront du mauvais. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça, parce que tout va tomber dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, tout sera tombé. Donc, bon, ben écoutez, est-ce que vous pouvez poser votre question? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce que là, vous êtes en train de faire une déclaration de principe, ce qui est intéressant, mais ce que j'aimerais, c'est la question. Oui, de toute façon, oui. Mais la question même, c'est pas vraiment une question, c'est que... Non, c'est pas vraiment une question, c'est qu'il y a des choses qui sont principales, et comme disait mon collègue, si on nivelle pas tout ce qu'on a fait et qui est pourri aujourd'hui, il ne faudra pas repartir sur... On peut pas... Encore une fois, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut, c'est que quand vous êtes paysan, vous arrachez pas, c'est ce que dit le Christ encore une fois, vous arrachez pas le blé et l'ivraie, vous dites je les laisse pousser tous les deux, et une fois qu'ils auront poussé, je ferai le tri entre le bon grain et le mauvais, et je brûlerai le mauvais. Donc laissez pousser les choses, parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui sera bien et ce qui sera mal. Ce que vous dites, c'est que vous pensez, que vous savez, vous êtes sûr, vous pouvez faire une distinction entre le bien et le mal, et moi, je ne le peux pas. Je laisse une chance à ce qui se passe. Je vous présente un homme qui va faire sourire Céd. N'est-ce pas, Céd? C'est bien. Bonjour. Oui, je passe un peu du coq à l'âne, mais donc on parlait d'éducation. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la mixité, parce que si on suit votre raisonnement, j'ai plus rien à faire dans mon métier. Alors je suis en apprentissage maintenant, donc je travaille qu'avec des hommes. Ah ben non, je n'ai rien à dire que les hommes et des femmes qui s'occupent d'elles. Moi, ça fait des années que ça dure. J'ai ma femme qui s'occupe de moi, et puis peut-être ma fille aussi, de temps en temps. Donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout. Je dis que dans l'éducation, depuis les débuts de l'histoire, quand les hommes atteignaient 9-10 ans, ils quittaient le gynécée, l'endroit où il y avait les femmes, et ils allaient où l'endroit où il y avait des hommes, où on commençait à leur mettre des grandes claques dans la gueule. Mais je ne pense pas que les hommes puissent être élevés jusqu'à 20 ans par des femmes. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire que ça ait marché. Mais maintenant, j'ai rien contre. Ça fait 50 ans qu'on essaye, ça fait 50 ans qu'on a des professeurs qui sont agressés par des professeurs femmes qui sont agressés par des hommes à la sortie des lycées. Il faudra peut-être un jour qu'on apprenne. Moi, quand j'étais étudiant en matélème à Toulouse, il y a longtemps, j'avais un professeur de philo qui était ceinture noire de karaté, commandant de la Légion et agrégé de... Et on était 3 dans la classe, il y avait les 2 qui jouaient pilier au FC Auch, donc des gars costauds, puis ma pomme. Et donc on commençait à se chahuter en philo, parce que la philo, quand on fait maths, on s'en fout, hein, c'est pas... Il nous a dit, écoutez les 3, je vous attends tous les 3 à la sortie du lycée demain soir, vous venez ensemble, et je vous casse la gueule. Eh ben on l'a plus emmerdé. C'est qu'aujourd'hui, on porte plainte. C'est ça, là vous avez raison pour ça. Il n'y a pas de souci. C'est ça, donc foutez la paix aux garçons. Non, mais oui, parce qu'on regarde ma classe, donc ils sont que des mecs. J'ai toujours que des mecs dans ma classe, du coup. Et bon, je ne veux pas me faire des fleurs, mais c'est qui aujourd'hui la première de la classe?
Ben, c'est toujours les filles. C'est toujours les filles. Mais évidemment, parce que les mecs, on le sait on le sait scientifiquement, le cerveau des filles mûrit beaucoup plus vite, parce que les filles peuvent être en situation de prendre des décisions importantes à partir de 16 ans, que le cerveau des garçons. Donc, jusqu'à 27 ans, moi, je serais juge, je ne condamnerai jamais un mec, parce que jusqu'à 27 ans, il est par définition complètement con. Il a des circonstances atténuantes, mettons. Ben, mais à partir de 27, non, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'homme et la femme, c'est pas pareil. Bon, tout ça pour dire que je pense que c'est pas sur la mixité tant qu'il faut s'intéresser, c'est sur le niveau global, puisque je le vois bien, même moi, il y a vraiment un niveau qui baisse, et si on veut que la pyramide elle marche comme on veut la faire, d'après moi encore, il faut vraiment penser à élever ce niveau, parce que si on veut prendre des décisions à l'échelle, je vois dans une entreprise, si les salariés veulent prendre plus de décisions, il faut aussi qu'on ait la tête sur les épaules. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Ben oui, je suis toujours d'accord avec vous. Dans l'éducation et donc voilà. pouvoir pour apporter. Mais l'éducation, comme l'a dit mon voisin, c'est l'affaire de la famille. Autrefois, le ministère s'appelait le ministère de l'instruction publique. C'était l'instruction. Et l'éducation, ça se passait à la maison. Donc il faut recréer un ministère de l'instruction. Et voilà, c'est tout. Et je crois qu'il y a 16 000 personnes dans l'éducation nationale aujourd'hui dont le ministre ne sait pas ce qu'ils font. Le problème, il faudrait éduquer les parents. Pas la moindre idée. Il faudrait éduquer les parents. Oui. Ben, les parents, oui, c'est eux pour aider légalement. En tout cas, il faut expliquer aux parents que c'est pas eux qui vont. C'est eux qui doivent éduquer les enfants et pas l'école. Voilà, d'accord. Bon, il va peut-être falloir arrêter, non? Une dernière question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Il y a quelques années, sur le plateau d'Ardisson, Marie Laforêt parlait d'une organisation qui avait à sa disposition l'équivalent 2000 fois le budget de la France. Est-ce que vous avez l'idée de... Marie Laforêt, je l'aimais beaucoup. Elle chantait très bien, elle était très jolie, elle était très marrante. Mais je ne suis pas sûr que comme penseuse politique, elle ait fait le poids, quoi. Mais je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Elle a fait des très jolies chansons. Monsieur Gall, tout à l'heure, vous avez dit il y a quelques minutes, l'homme est à la fois bon et mauvais. Oui. Et là, vous m'avez donné des frissons, parce que c'est exactement ce que j'essaye de partager avec beaucoup d'entre vous ici, qui me connaissent, que j'ai partagé depuis quelques semaines. C'est le point zéro. C'est quoi le point zéro? Là maintenant, l'humanité, le monde entier va vers ce point zéro, c'est-à-dire la réunion et la fusion des opposés, c'est la ombre et lumière, bien et mal. Voilà. Non, mais il existe depuis toujours. C'est ce que vous savez. J'espère, mais vous savez, ça sera la fin de l'histoire. Mais je connais un garçon qui s'appelle Boc Côté, que vous regardez peut-être de temps en temps à la télévision. J'ai discuté avec lui récemment. Et il m'a dit la différence entre la gauche et la droite, et j'ai trouvé ça assez profond. Il a dit les gens de gauche pensent que l'homme est bon et que la société le rend mauvais. Et les gens de droite savent que l'homme est à la fois bon et mauvais. Et donc les gens de gauche sont toujours prêts, puisqu'eux, ils sont bons, par définition, parce que sinon ils ne penseraient pas ça, à mettre dans les camps de concentration ceux qui sont mauvais. Et tous les régiments de gauche, la gauche est naturellement totalitaire. Puisque, regardez, tous les totalitarismes sont toujours de gauche. S'ils veulent l'égalité. Or, nous avons été faits complètement inégaux et complètement différents. Donc, ils veulent créer un homme nouveau qui soit égal. C'est-à-dire qu'il s'oppose à la création divine, complètement. Ils sont contre la création divine. Ils veulent refaire un homme nouveau. C'est monstrueux comme projet. C'est Macron, ça. Oui. Oui, je voudrais rajouter qu'il faut tout le monde pour faire un monde. Oui, bonjour, Nicolas Forêt. Bon, on comprend que vous êtes un libéral convaincu. Parce que c'est la base du christianisme. Tendance libertarienne. Mais pas vraiment, parce que l'État est nécessaire. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, il me semble, opposé à ce que des monopoles se mettent en place. Est-ce que vous seriez d'accord avec une idée qui serait celle de limiter l'accumulation du capital? De telle sorte que justement... Mais pour le filer à qui? Non, mais pour le donner à qui?
Alors, c'est ce que j'expliquais hier, notamment pour justement que les producteurs puissent reprendre leur... Donc, vous faites passer de l'argent de quelqu'un qui sait comment il en a gagné trop pour son bien, et donc vous lui prêtez son... Et puis vous le donnez à des gars qui sont incapables de vivre. Donc, vous êtes un chaud partisan de ce que j'appelle l'ineptocratie, où des gens complètement incompétents sont des gens élus par des gens complètement incapables de gagner de l'argent, et on prend le pognon à ceux qui le gagnent honnêtement. Mais c'est ça ce que vous faites. Mais non, parce que vous qui êtes intelligent, vous êtes capable de savoir que celui-là, il en gagne trop. Vous le savez, vous. Et comment vous le savez? Et qu'est-ce qui vous a donné ce pouvoir? Et qui vous a élu pour le faire? Vous n'étiez pas là hier, c'est pour ça que je... Non, mais je veux dire, cette idée que moi, je sais ce qui est bien et ce qui est trop et ce qui n'est pas assez, j'en sais foutre rien. Qu'est-ce qui vous donne le droit de penser que vous avez ce pouvoir? C'est incroyable. Pourquoi? Les surprofits, qu'est-ce que c'est? Mais arrêtez, occupez-vous de vos oignons et faites ce que vous pouvez et gagnez autant de pognon que les autres et distribuez-le si vous voulez. Ce que je disais hier, c'était que c'était pas pour le confier à quelqu'un d'autre. Mais si! Qu'est-ce que vous en faites? Il va pas rester là. C'est pour le confier justement à ce que j'ai appelé la chambre des forces productives, avec ah ben voilà, c'est ça. Ah, vous devriez l'appeler comment ça s'appelle? Comment s'appelle le syndicat agricole? La FNSEA. Voilà ça, là, vous prenez l'argent aux paysans qui ont réussi et vous le filez à la FNSEA. Ça me paraît remarquable comme idée. Ça me paraît une idée qui a déjà été essayée. Sébastien, tu sais ce qui t'attend? Mais moi aussi. Non, mais il a déjà parlé. Il y en a qui n'ont pas parlé encore. Il y en a qui n'ont pas parlé. Monsieur là. Oui, le monsieur là. Robert. Allez, il va falloir s'arrêter aussi parce que... On a faim. D'abord on a faim, puis il faut que je remonte à Paris, moi. Je suis venu ici, ça m'a pris un temps, je vous dis pas. On m'avait dit que c'était à 2 heures de Paris. Et puis c'était une publicité mensongère. C'est Macron qui nous l'a dit. GPS. Je sais pas qui c'est, mais on me l'a dit, alors... 2 heures de Paris. Il faut 6 heures. Il faut 6 heures, oui. Oui, allez-y. Donc moi j'avais une petite question. C'est une action que je suis en train de faire personnelle. Oui. En fait, moi maintenant, j'ai décidé, je vais à la banque et je retire toutes mes espèces. C'est-à-dire que je laisse sur mon compte 0 €. Oui. Est-ce que si tout le monde s'y met, ça peut être une solution de... Pourquoi voulez-vous fusiller le système bancaire? C'est pas fusiller. C'est quand même vachement utile. Moi, par exemple, ils m'ont fermé mon compte quand j'ai décidé de soutenir Zemmour. Le lendemain matin, mon compte était fermé au crédit du Nord. J'y étais depuis 30 ans, j'avais jamais eu un accident de paiement, etc. Donc, à partir du moment où mon compte était fermé, vous imaginez pas le merdier pour payer mon électricité, pour payer mon abonnement. Ça a été une galère terrible. Ces gens-là rendent des tas de services. Il faut surtout pas les emmerder. Pourquoi vous envolez aux banques? Le pauvre banquier, il est là, on le force à acheter des saloperies. Foutez-lui la paix, encore une fois, s'il rend un service, s'il est là, c'est qu'il rend un service. Tout à fait. Par contre, le but de ma question, c'était pas ça. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je veux aider quelqu'un ou investir, si j'ai des espèces, je peux lui donner directement. Si je passe par une banque ou une cagnotte... Alors, réfléchissons une seconde. Vous enlevez de l'argent. Ok, réfléchissons une seconde. Vous enlevez de l'argent à la banque pour prendre des billets. Mais les billets, c'était mis par l'État qui les émet à 0%, ça ne lui coûte rien. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez de l'argent à des gens qui rendent service, les banquiers, pour les donner à ces connards de l'État pour qu'ils les filent à je ne sais pas qui. C'est pas rusé. Foutez bien la paix aux banquiers, occupez-vous de réformer l'État. C'est pas le banquier qui est le responsable, il est aussi malheureux que vous. On aurait bien été aussi malheureux. Mais ils sont malheureux, ils sont malheureux. Ils sont... Mais les banquiers, ils sont pas méchants, vous savez. Ouais, non. Bonjour. Moi, j'ai emprunté pour acheter un truc à Paris, j'étais très content de trouver un banquier. Un bureau. Voilà. Moi, je suis paysan dans le 28, pas tellement dans le Paris. Ah ben oui, ça, c'est le Loire, ça. Voilà, exactement. Et bon, on a connu les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes en 2018.
Après ça, il y a eu 2020 avec le Covid, etc. Et aujourd'hui, depuis le mois de janvier, oui, le monde agricole retourne dans la rue. Moi, j'en fais partie. C'est Sébastien d'ailleurs qui m'a motivé à remettre un peu le couvert. En 92, j'étais jeune, je pouvais aller manifester. Aujourd'hui, je cours un peu moins vite et je commence à en avoir marre. Et donc, manifester, c'est très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ramasse que des miettes. Alors, le but, c'est de que le peuple reprenne la souveraineté, qu'on essaye de mettre des, comment dirais-je, on en parlait tout à l'heure, excusez-moi. Non, les assemblées, ça marche pas. Mais des référendums, voilà. Remettre des référendums en place et tout. Il faut que le peuple ait le pouvoir d'initiative. Et ensuite que, si vous avez une assemblée, vous allez avoir des professionnels qui vont prendre le contrôle de l'assemblée en 5 minutes et vous êtes ramené au problème précédent. Donc on vous dit, est-ce que vous êtes par exemple, je sais pas quoi, pour l'arrêt de l'immigration, allez, et personne n'en discute, vous parlez avec vos copains, et ensuite le référendum a lieu et on vote, est-ce qu'on arrête l'immigration ou pas. Mais ça passe pas par le filtre d'un type qui sait mieux que vous. Jamais. Ça c'est la fin de la démocratie. Excusez-moi, qui c'est qui a mis au pouvoir aujourd'hui Macron? Mais on le sait mais on s'en fout qui a mis au pouvoir Macron. Les banquiers. Non, c'est pas les ricains, c'est ces couillons. Mais on sait pas qui a mis au pouvoir Macron, mais c'est pas... La preuve que la banque a bien un intérêt dans tout ça. La banque, c'est Il n'y avait pas un banquier dans le temps. Si vous aviez Arnaud, vous aviez Dassault, vous aviez qui y avait d'autres encore, il y en avait 3 ou 4 autres comme ça. Il n'y en avait pas un qui était banquier. C'est le pouvoir de l'argent, c'est la même chose. Les fabricants de dette, le capitaliste. Ah ben, vous trouvez que c'est mieux quand c'est Staline qui est au pouvoir? C'est maman. Mais le partage de richesse, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment vous créez la richesse. Mais je ne tiens pas à partager mon pognon. Il faudrait que vous m'expliquiez quand même un truc qui est tout à fait exceptionnel. C'est que si vous prenez sur vous le pouvoir de me prendre mon pognon, ça c'est très généreux. Et moi, si je refuse qu'on me prenne mon pognon que j'ai gagné durement, vous trouvez ça très égoïste. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser, qui vous donne le moindre droit de penser que vous avez le droit de me prendre mon pognon? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous donne? Mais le peuple, il crée rien du tout. Mais non, 80% de la richesse est créée par 10% des mecs. C'est la loi de Pareto, ça se passe dans tous les pays du monde et toujours. Donc arrêtez de dire que c'est le peuple qui crée de la richesse. Celui qui crée de la richesse, c'est l'inventeur. C'est le type qui prend un risque. La richesse est créée par le risque, elle est créée par rien d'autre. S'il n'a pas eu peur pour créer sa richesse, il n'y a plus de richesse. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous prenez des risques, vous gagnez. Moi j'ai pris plein de risques dans ma vie et je me suis ramassé des gamelles monstrueuses. C'est pas le fait de prendre des risques qui fait gagner, c'est le fait de prendre des risques intelligemment. Et alors, parce que je suis intelligent, que j'ai pris le bon risque, on me l'enlève? Mais arrêtez! Vous êtes des socialistes? Eh bien, vous allez crever de faim et vous le mériterez. Monsieur Soros a pris des risques. Mais je le connais, c'est un de mes clients. Eh bien, il a pris des risques énormes. Eh ben, il a pris des risques énormes, eh ben, il a gagné plein d'argent. Ah, il fait ensuite la société. Mais il n'a pas pris à la société, il l'a pris aux autres financiers ou à nos États. Mais non, cette idée que vous avez le droit de prendre ce que vous n'avez pas gagné est insupportable. Est insupportable de conneries. Si vous nous dites que vous gérez la fortune de M. Soros, tu as assez parlé. Mais on connaît vos idées, ça fait 100 ans qu'elles ne marchent pas. Mais arrêtez. Alors la bonne idée, la justice, c'est laquelle pour vous? C'est que... Enlever les spéculateurs. Mais non, c'est pas les spéculateurs, c'est les gars. Vivre, les pauvres. Mais encore une fois, en Suisse. Les parasites. Mais où les parasites aujourd'hui? Mais ne vous préoccupez pas des parasites. Il y a combien de parasites en Suisse? Pourquoi? Mais c'est eux qui détiennent la fortune. Ils nous mettent en l'air. Mais l'idée que vous devez, pour être prospère, empêcher des gars qui ont pris des risques de l'être, c'est une idée monstrueuse. C'est celle qui est dans les évangiles du maître et de la vigne. Eh bien, c'est une saloperie. Ne croyez pas une seconde que la jalousie, l'envie, c'est la mort de l'humanité. Donc, vous vous en foutez qu'il y ait des gars qui s'en mettent plein les pouilles. La seule chose qui compte, c'est ce que vous, en travaillant, vous gagnez dignement votre vie. C'est la seule chose qui compte. Ce qui se passe ailleurs, ça ne vous regarde pas.
C'est honteux. J'ai honte d'entendre chez des paysans, je trouve ça incroyable. Le problème des gens qui gagnent énormément d'argent, c'est qu'ils prennent le pouvoir. Ah, ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a besoin de démocratie directe. Parce que vous, ils ne peuvent pas acheter le peuple. Ils peuvent acheter les gars, mais la démocratie directe, il y a des types qui sont immensément riches en Suisse, eh ben, ils n'ont pas le pouvoir. Mais, pour revenir à ma question, excusez-moi. C'est la moralité. Mais oui. Pardon. L'inégalité, on a été fait inégaux. Prenez Mbappé, eh ben, il fait les 2/3 de la masse salariale du Paris Saint-Germain. À lui tout seul. Ah, c'est injuste. Mais s'il n'était pas là, il ne gagnerait rien. C'est un nul. Donc, Même avec lui, il gagne rien. Même avec lui, il gagne rien d'ailleurs. C'est pas juste. Vive l'OM. Qui c'est qui gagne dans tout ça? Allez l'OM. C'est le spectateur. Mais non, c'est pas le spéculateur, c'est le type à qui on permet de travailler, de gagner sa vie. Qui c'est qui lui fait gagner sa vie à Mbappé? C'est les supporters. C'est le Qatar qui finance derrière. Oui, Mais on ne sait pas qui finance. Je veux dire, si vous dites... S'il n'y a pas de peuple pour travailler, la richesse, il n'y a pas de richesse. Nous, on parle des gens qui gagnent des milliards. Mais il y a toujours eu le peuple. Si je peux me permettre, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus l'abbé Pierre. Non, l'abbé Pierre, il était gentil, mais enfin, il n'a pas compris grand-chose, mais ça, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il aide les pauvres. Ça, c'est son droit. C'est nécessaire. Et vous remarquerez que c'est jamais que des catholiques qui le font. C'est toujours des œuvres catholiques. Il y a les œuvres socialistes pour s'occuper des pauvres, je les attends toujours. Hein. Il n'a pas mélangé la politique. Coluche, il est mort. Balavoine, ils sont morts parce qu'ils ont mélangé la politique. Oui, mais ça, je sais bien. Parce qu'il n'a pas mélangé la politique. Attends, il va peut-être finir de poser sa question. Mais moi, je devrais être mort. Parce qu'avec toutes les conneries que je dis. Bon, mais on va arrêter, hein, parce que ça peut pas... Non, mais ce que je vais vous dire, si vous allez devant la voie, il faut piquer aux riches, vous êtes foutus. Il n'y a pas de raison d'avoir cette réunion. Vous devez chercher à être libre. Alors. Si vous... Référendum. Moi, je voudrais vous poser une question. Excusez-moi. Ben, dans ce cas-là, vous ne devez pas... Si vous vous flattez de financer ou de faire fructifier la fortune de Soros, vous n'aurez pas beaucoup d'amis ici. Mais je ne dis pas que je l'aime. Mais c'est-à-dire que vous faites l'erreur intellectuelle considérable de penser que vous, à votre niveau, vous pouvez changer les choses et faire du monde un paradis. Ce que vous pouvez changer, c'est la vie des gens qui sont autour de vous, les 5 ou 6. Si vous cessez d'être amer, si vous cessez de penser que la vie est contre vous, que toutes les trucs... La seule chose qui fonctionne, c'est si vous rendez les 10 personnes autour de vous heureux, vous aurez fait votre boulot. Mais l'idée que c'est pas en allant dire du mal de Soros que vous allez vous grandir. Moi, Soros, j'en ai rien à foutre. Il change pas la façon de penser. Bon, une dernière question, parce que ça fait beaucoup. Je vais revenir. Et c'est la dernière, parce qu'il faut quand même mettre un terme à... Là, juste, donc, où est-ce qu'il faut aller dans les manifestations? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à se faire tirer dessus pour continuer à arriver à essayer de gagner la victoire pour le peuple, pour arriver à... Jusqu'où faut qu'on aille? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à se faire tirer dessus? On vous a déjà... Chez nous, et on attend que la France fasse faillite. Non, vous devez... Est-ce qu'on va jusqu'à la révolution? Non, là, c'est la vraie question, si vous voulez. C'est celle de la participation. En principe, il ne faut faire que des choses... Dans la Constitution française, la manifestation est légale. Donc, vous devez pouvoir manifester légalement. Et ce qu'a fait Macron en vous crevant les yeux et en vous coupant les mains, c'est complètement illégal. Donc ça, c'est inacceptable. Ça, c'est complètement inacceptable. Donc vous devez continuer à manifester, c'est un droit humain, vous devez continuer à parler, vous avez le droit de parler, etc. Par contre, vous devez avoir un but commun, de façon à ce que ces manifestations aient un but. Et ce but, ça doit être
le référendum d'initiative populaire pour que vous repreniez le contrôle de l'ordre du jour. Aujourd'hui en France, l'ordre du jour du Parlement est déterminé par le gouvernement. L'ordre du jour du Parlement européen est déterminé par la Commission. C'est-à-dire que les ordres du jour, ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, c'est déterminé par nos ennemis qui sont au gouvernement et à la Commission. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est enlever par vos manifestations l'ordre du jour de ces gens-là pour la remettre au niveau du peuple. C'est ça la seule chose que vous devez demander. Mais vous devez le faire légalement. Bon. C'est qui? En bleu, vas-y. En bleu, tu es la dernière. Ah oui, tu es YouTube, c'est côté. Oui, trop petit. Plus fort. Non. Je vous suis depuis ces vieux. C'est le gros filoche. On parle peut-être. En partant du principe que le dollar et l'euro sont soutenus par l'armée américaine, malgré la trave qu'on subit depuis février 2022, la guerre soit perdue. Qu'est-ce qui va se passer cet été si l'armée américaine était complètement désavouée? Au niveau, par exemple, des avoirs détenus par les Chinois de l'Asie du Sud-Est, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir tendance à se débarrasser de manière linéaire de leur dollar, ou plutôt d'un coup pour vous savez, effectivement sa valeur? Alors, je vais essayer de répondre rapidement, parce que là, vous posez une question sur la monnaie, qui est une question très, très difficile. Ça fait 50 ans que j'essaie de comprendre la monnaie, ou 60, et je ne suis pas sûr d'y être arrivé encore. Donc, il n'y a rien de plus difficile en économie que la compréhension de la monnaie. Donc, la monnaie, c'est littéralement une... Vous avez confiance. Vous avez confiance dans la monnaie. Vous pouvez avoir confiance dans la monnaie pour deux raisons, simplement parce qu'il y a des gros canons derrière, ce qui est le cas des États-Unis, ou parce que c'est l'économie la plus forte, ce qui tend souvent à être la même chose, mais de moins en moins, ou la deuxième raison, parce que c'est extrêmement rare. Donc, vous pouvez imaginer la monnaie en haut, là, comme un petit peu le système d'exploitation d'un ordinateur pour le système capitaliste qui est en dessous. Donc c'est les programmes qui font tourner l'ordinateur en dessous. Donc c'est une idée d'Elon Musk. Donc c'est le système d'exploitation du capitalisme. Et pour que ça marche, il faut que les faux actifs qui sont créés là-haut, les actions, les obligations, pardon, le cash, les monnaies, qu'il n'y en ait pas trop d'émises par rapport à la production en dessous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre la monnaie et la production en termes réels. Si vous produisez trop de monnaie, vous avez de l'inflation. Si vous n'en produisez pas assez, vous avez déflation et ça crée un problème. Et pour répondre à votre question, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, la masse monétaire de l'Europe depuis 2012 a été multipliée par 5. C'est-à-dire que la Banque centrale a acheté tous les déficits. Parce que sans ça, l'euro sautait. Donc, ça a été multiplié par 5. La production a augmenté de 20%. Vous vous rendez compte la différence entre la création d'actifs, que vous retrouvez dans vos compagnies d'assurance, etc., dans vos fonds de retraite, et la réalité de la richesse créée. Ça veut dire que ce qui arrive dans les 4 ou 5 ans qui viennent, c'est pas difficile, c'est que tous ces actifs vont passer à zéro. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ça vaut rien. On a créé, je ne sais pas combien, 5 fois le PIB européen d'actifs qui ne valent rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fausses valeurs partout dans les banques, dans les compagnies d'assurance, etc. Des trucs qu'ils ont dans leur bilan à l'actif et qui valent rien. C'est pour ça que je vous dis que ça va chauffer dans les années qui viennent. C'est pour ça que vous dites qu'il faut mettre l'argent dans les boîtes à chaussures. C'est pour ça qu'avoir un peu d'argent dans les boîtes à chaussures, c'est pas mal. Et c'est pour ça que le Bitcoin est né. Et c'est pour ça que le Bitcoin est né. Le Bitcoin n'existe que oui. Elle est vraiment la dernière. Monsieur Gare, bonjour, je me suis souvent sur vous. Merci. En fait, je suis agriculteur, donc soumis comme tout le monde au système PAC, qui est une vulgaire addiction à laquelle on s'est fait prendre bêtement. Oui. Comment on fait pour passer le cap à peu près dans la dignité pour pouvoir retrouver notre souveraineté, donc pour pouvoir exister
le temps que le système d'habit sur la prime tombe, quoi. Jusqu'où on peut aller dans la désobéissance, au pire au système de l'impôt et du système MFA? Vous posez une question très difficile qui est celle de la que posait saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, c'est celle du moment où vous avez le droit de vous révolter, le devoir de vous révolter contre un tyran. J'ai pas la capacité de saint Thomas d'Aquin pour vous dire si vous êtes arrivé à ce niveau-là ou pas. Mais ça, c'est une décision individuelle. Vous pouvez vous révolter, ça me choquerait pas. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va arrêter le débat qui est là. Charles Gave va rester parmi nous pour manger un petit morceau. Il y aura des gens qui pourront l'approcher. Il y a l'apéro avant. Très bien, ça tombe bien. Mais pour conclure, il faut rester soudés et unis pour les mauvais coups qui vont bientôt arriver. Et c'est dans l'unité. Et le débat a été disruptif, ce que je trouve qui a été très très bien. Parce qu'au moins, on a pu échanger sur des idées et des approches différentes sur un monde économique. Et Charles Gave est quelqu'un qui est très considéré et qui n'a pas de preuves à faire et qui n'a rien à gagner à part son amour commun, comme pour lui, comme pour vous, de l'amour pour la France. Et aller vers le localisme. Le localisme. Alors, occupez-vous des vôtres autour d'ici. Libre à chacun. Libre à chacun. Pour les élections, libre à chacun. Mais je pense que la solution qui s'annonce sortira peut-être du chemin des élections. Parce que la colère d'un peuple ne peut pas. Oui, mais la colère d'un peuple ne peut pas se contenir, arriver jusqu'à un certain niveau. Maintenant, n'oubliez pas, pour le petit interview sur le référendum, d'aller voir Nicolas et Karine, qui se feront un plaisir de prendre votre témoignage. Là, où est-ce que vous voulez vous installer pour ça? Ça se fera dehors, voilà. Je vous remercie, et puis on reste là pour l'apéritif et répondre à d'autres questions. Donc,